Voilà. Bonjour. Et du coup, bienvenue dans le live manga, bienvenue pour cette 32e édition. Voilà. Ça fait toujours autant rire quand j'annonce le nombre d'émissions qu'on a déjà fait. Ça fait quasiment 2 ans qu'on fait cette émission, quasiment toutes les 2 semaines. J'essaye de garder le rythme, voilà, haut les cœurs comme on dit. Et j'espère que en tout cas cette émission vous convient et vous plaît à chaque fois. Donc vraiment c'est un plaisir en tout cas de vous accueillir, c'est un plaisir de vous préparer cette émission et c'est un plaisir en tout cas de vous proposer de nouvelles séries et de vous montrer de nouvelles séries que peut-être vous ne connaissez pas tout simplement, voilà. Et on a chaque mois en ce moment on a la chance, peut-être le surplus de chance aussi, il faut dire ce qui est, d'avoir de plus en plus de séries qui pop chaque mois, voilà. Vraiment il y a beaucoup de nouveautés. En ce moment, le mois dernier, on était sur les 60 nouveautés, je crois. Là, ce mois-ci, on est quasiment à 80 nouveautés. Et quand j'entends nouveautés, je parle bien sûr que des sorties de tome 1 de nouvelles licences. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est impossible, concrètement, de tenir l'actualité avec une cadence de 2 émissions par semaine. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il y a eu la création du Blabla Manga, pour essayer d'un petit peu de pallier au flux. Voilà, parce que bah dans le live manga, concrètement, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Enfin, je peux pas faire autant que je le voudrais. Voilà. En termes d'émission, c'est impossible de faire comme je le voudrais en termes de cadence. Donc, j'ai mis en place le blabla pour essayer un petit peu de compenser, pour essayer de partir du principe que même si je peux pas en traiter 20, j'en traiterai peut-être 12 à la place de 4, quoi. Enfin, à la place de 6. Donc voilà, ça sert aussi à ça, et en même temps, bah voilà, aussi je me dis, bah pourquoi pas essayer d'augmenter un petit peu le flux des live mangas, ça peut être sympa. Faut juste que je gère niveau lecture, ça c'est encore autre chose. Faut juste que j'arrive à gérer niveau lecture. Mais en tout cas, la dernière fois, vous avez apparemment plutôt bien apprécié le format, et j'espère que le format, vous l'apprécierez au fur et à mesure. C'est un format qui sera beaucoup plus libre que ce format-ci. Ce format-ci où plutôt je suis plutôt là en tant que présentateur et en tant qu'animateur du coup. Mais alors que le blabla, littéralement tout le monde peut venir en vocal et tout le monde peut discuter autour d'un titre dont il veut partager et voilà quoi. C'est vraiment la genèse du titre. Donc j'espère en tout cas que ce format vous plaira par la suite. On va essayer de le réitérer dès la semaine prochaine. On va voir ce que ça va se passer. Je vais laisser quelques sessions, voir comment ça se passe. Et après on verra, on choisira si on continuera ou pas le format. Voilà. Sinon, oh j'avais pas vu, merci beaucoup Benjamin Masqué du coup pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bienvenue chez les Honkers. Et du coup, on va pouvoir commencer tranquillement notre émission, voilà, le live manga numéro 32. Comme d'habitude, vous pouvez, bien évidemment, vous pouvez bah déjà vous manifester si vous êtes dans le coin. Et deuxièmement, on parlera également des achats que vous avez pu effectuer si vous en avez eu, ou des licences que vous avez pu, voilà, pu un petit peu lire dans les dernières semaines. C'est vraiment l'occasion également d'échanger sur les titres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'émission, pour revenir à elle, donc du coup, dans le live manga numéro 32, on va parler de deux gros thèmes, entre guillemets. On aura en premier lieu les sorties d'avril, voilà, les sorties d'avril, comme les nouveautés, on va traiter 5 nouveautés de 5 éditeurs complètement différents. Merci les Rosen pour l'heure, c'est gentil. Et il est vrai, j'ai laissé les récompenses exceptionnellement. Et merci pour les points dans la cagnotte, voilà. Dans la cagnotte, c'est très gentil. Et du coup, on va pouvoir également aborder d'autres sujets là-dessus. On va pouvoir aussi, en seconde partie, aborder mes lectures récentes, où je vais vous parler de quand même 4 séries, voilà. Dont 2 de terminées, voilà. Il y en a une en cours, et donc 3 de terminées du coup. Mais bon, vu qu'il y en a un, ça one shot, c'est un petit peu de la triche. Mais en tout cas, on va pouvoir parler un petit peu de plusieurs choses. Je vais juste retirer vite fait les récompenses, parce que bah, Live Manga oblige, c'est pour la VOD, voilà, j'essaie de penser à la VOD en même temps. Et de toute façon, Trigger Fire est complètement à la ramasse, donc en soi, c'est pas problématique, quoi. Voilà. Hop. Et on va retirer Farah aussi, parce que Farah est déjà là, de toute façon. Voilà, on n'a pas besoin de...
Pareil déjà là, on n'a pas besoin de, de l'appeler en tout cas, elle est déjà présente. Ok. Ça aussi, voilà. Donc on est parti, là vraiment, on va pouvoir commencer le cœur de l'émission. Première partie les sorties d'avril, deuxième partie mes lectures récentes. Comme je disais, 5 séries, 5 nouveautés du coup dont on va parler pour avril. Et on va commencer par présenter, en tout cas par voir quelle série on va parler aujourd'hui. On aura donc 5 nouvelles séries. La première, enfin, vite fait on va faire un tour d'horizon en tout cas. Il y a 5 nouvelles séries. Première série, ça sera Ayashimon qui est sortie chez Crunchyroll. On va en parler pour tout à l'heure. Deuxième série, du coup, ça va être Onetsugi Marchand d'Os qui sort chez Komiku. Voilà. Troisième série, du coup, ça sera Sinners qui sort chez Reborn. Reborn qui est un nouvel éditeur. On va en parler juste après. Evol, du coup, pour la quatrième sortie qui sort chez Delcourt Tonkam. Et enfin, Night of the Living Cat qui va sortir chez... Enfin, qui est déjà sorti. D'ailleurs, j'ai le seum, je devais l'avoir pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Parce que nous sommes fériés aujourd'hui en Alsace et que du coup, je me suis retrouvé nez à nez avec une porte close. Voilà, mais normalement, c'était prévu que je l'ai aujourd'hui, que je l'ai lu, mais... Bah, je ne pourrais pas l'avoir malheureusement aujourd'hui. J'en reparlerai prochainement dans une autre émission, je pense. Donc Night of the Living Cat qui est sorti avant-hier du coup chez Mangetsu, qui est sorti le 5 avril. On va pouvoir faire un petit tour d'horizon, on va pouvoir commencer surtout avec la première série qui est Ayashimon. Ayashimon. Le trêve ou le nom de l'auteur va peut-être vous parler parce qu'il s'agit de Yuji Kaku. Et Yuji Kaku, c'est la personne qui a fait Hell's Paradise. Voilà, donc Hell's Paradise, qui est une série qui avait relativement bien marché, en tout cas à l'époque. Donc voilà. Et Ayashimon, qui est dans un univers où on sent la patte de Yuji Kaku. Attention disclaimer, c'est une série qui sera finie en 3 tomes. Et à mon grand regret, c'est une série qui n'a pas marché dans le Jump, et du coup, suite au vote voilà, du Jump, il s'est fait écarter du Jump, donc du coup c'est une série qui a été un petit peu annulée / précipitée, et ça me fait un peu peur, personnellement, de partir sur une série que, en plus, je vais vous expliquer à peu près le synopsis, qui avait un grand potentiel, donc à voir ce que ça va donner. Mais je suis très content de revoir en tout cas Yuji Kaku parce que Hell's Paradise ça avait été une grosse claque à l'époque pour moi et je me suis dit bah pourquoi pas, on y retourne. Donc on part du principe que on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Maruo Kaido, Maruo en fait on va l'appeler. En gros c'est vraiment une comment dire, je sais pas comment dire. Yo Benjamin. Bienvenue, merci d'avoir follow en off du coup, bienvenue à toi et bienvenue sur le live manga, je suppose. je pense que tu as dû le voir peut-être sur Twitter ou sur Instagram du coup, et bienvenue du coup en tout cas dans le live manga, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas du coup, quand c'est comme ça, quand on arrive dans le live manga, n'hésitez pas à parler si vous avez fait des achats récemment en manga, ou si vous également vous avez pu faire aussi si tu as pu faire des achats récemment ou des lectures récentes, on en parle un petit peu entre deux titres, il n'y a pas de souci quoi. En tout cas, bienvenue et merci pour le follow, c'est très gentil. Donc, premier titre dont on va parler, donc je disais, c'est Ayashimon de Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise. Qui a été une série qui était dans le Jump et qui s'est fait malheureusement un petit peu comment dire, annulé, voilà. s'est fait annuler dans le Jump, en gros il est resté en bas du classement et il s'est fait sortir du classement du Jump, donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein, voilà. Donc la série sera terminée en 3 tomes, c'est un peu une annulation, c'est un petit peu une série qui a été un petit peu écourtée, donc comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu peur d'y aller, mais pourquoi pas. Parce que moi personnellement j'avais beaucoup aimé Hell's Paradise, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat Hell's Paradise, en tout cas moi je vous le recommande assez chaudement. C'est vraiment une série qui mérite le détour, voilà. Donc on est avec un jeune humain, voilà, on va dire, dans le monde du Japon. Et on va suivre Maruo Kaido, qui est un jeune qui vient de sortir de l'école, qui vraiment il passe sa vie à s'entraîner vraiment aux arts martiaux. Il est devenu tellement puissant que personne ne veut l'affronter. Vraiment personne ne veut l'affronter et personne ne veut le recruter. En fait, tout le monde a peur de lui, ça soit au niveau des entreprises ou même au niveau des organisations d'arts martiaux ou même des yakuza. Voilà.
personne ne veut de lui, il est considéré comme trop fort, tout le monde a trop peur de lui, entre guillemets. Et du coup, lui, il se dit, je me suis entraîné pour rien, et pourquoi j'ai fait tout ça, en fait. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Urara. Et cette jeune fille, c'est une ancienne chef Yakuza qui se fait chasser, en fait, voilà, qui se fait pourchasser. Et lui, il cherche du challenge, il cherche du défi, tu vois. Donc il dit, vas-y, je vais essayer de m'approcher d'elle, etc. Sauf que elle est en mode, non, mais je sais qui t'es, je veux pas de toi, littéralement, je veux pas de toi, en fait. Sauf que, vu comment ça va s'enchaîner, elle va lui demander un petit peu contre son gré de la protéger, quoi, tout simplement. Et en gros, lui, il attend que ça, en fait. Il attend vraiment que ça. Il va foncer sur l'occasion. Et du coup, il va se bastonner, sauf que il va se rendre compte qu'il va être propulsé dans le groupe, dans un autre monde qui s'appelle Ayashimon. Où il y a des groupes qui sont peuplés d'Ayashimon. Et les Ayashimon sont littéralement des créatures légendaires, voilà. Créatures surnaturelles qui sont au Japon et qui sont les différents membres des groupes Yakuza qui gèrent le Japon, voilà. Donc voilà, ça va être un peu une ascension de cette jeune fille, de cette Urara, de cette membre de cette chef Yakuza, et qui va être en duo avec ce Maruo, et qui va essayer de bolos un peu les autres chefs Yakuza, sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est fini en 3 tomes, alors qu'on est plutôt sur un C6 qui, je pense, méritait minimum 8 tomes. Donc ça va être un peu compliqué. Très bon début, mais par la suite, je trouve que l'auteur n'arrive pas sur la longueur à nous donner envie de continuer. J'ai eu le même souci avec Hell's Paradise. Ah, d'accord. Mais les dessins... Ok. Après, c'est un très bon start, mais apparemment, ça n'a pas accroché même au Japon, donc je saurais pas te dire. Mais les dessins sont toujours vraiment bons. Ouais, les dessins sont toujours incroyables. En termes de dessin, c'est vraiment top. Moi, j'avais adoré Hell's Paradise, majoritairement pour les dessins au début, je m'étais pris une claque. Et l'histoire en elle-même, j'avais bien aimé, personnellement. Même s'il y a eu un peu de lenteur dans les tomes 8-9, je dirais. Mais t'as un bon dénouement à la fin, et c'est ok, quoi. La fin, elle est ok, tu vois. Donc, voilà. Je voulais en parler parce que c'est le retour de l'auteur de Hell's Paradise, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un petit coup en passant, sur lui en tout cas. Et mais c'est vrai que voilà, ça va être un peu compliqué. Et comme d'habitude, dès que j'ai les informations sur les Twitter ou sur les réseaux sociaux des auteurs, je les mets, voilà, ils sont en bas là, en dessous, en bas de chaque diapo, vous les avez. Mon but, c'est également aussi de montrer que les auteurs, ils sont présents, et surtout que Yuji Kaku, lui, il est quand même assez actif sur les réseaux, donc ça vaut le coup de le suivre si vous aimez tout du moins son trait, et voir ses prochaines futures séries, parce qu'il n'est pas avare en post là-dessus. Voilà. Et petit fun fact sur Yuji Kaku, c'est pas n'importe qui, entre guillemets. Déjà, il a été assistant de Fujimoto, donc Fujimoto, bon, j'ai plus besoin de le présenter, mais c'est Chainsaw Man, c'est Fire Punch, voilà. Donc, en soi, c'est déjà quelqu'un, voilà. Et deuxièmement, Yuji Kaku, lui, il a formé, donc c'est Tatsuya Endo, donc c'est l'auteur de Spy X Family. Bon, je prononce le X, désolé, mais l'auteur de Spy Family, et c'est lui l'auteur de Spy Family, a été l'assistant, du coup, de Yuji Kaku. Donc, en soi, il y a quand même une espèce de triangle de séries qui sont... Même si, bon, Tatsuya Endo et Fujimoto, ils sont, en termes de renommée, ils sont beaucoup plus hauts, mais en attendant, c'est quand même des personnes qui ont eu des séries plutôt longues et qui ont bien fonctionné dans l'ensemble. Donc, c'est quand même sympa de voir qu'ils ont des liens, voilà. En tout cas, ils ont bossé ensemble. Après, je sais pas s'ils ont des liens par la suite, mais en tout cas, ils ont bossé ensemble. Donc voilà pour le premier titre. Moi personnellement je le prendrais juste par la curiosité vu que c'est fini en 3 tomes. Même si je sais qu'il y aura des lenteurs, etc. J'ai très peur sur la fin, parce que voilà, une série annulée. Je sais pas comment il a pu rattraper ça, mais on verra. On verra. Voilà. Donc on va pouvoir passer de suite au second titre. Second titre qui est un titre qui va sortir chez Komiku, qui s'appelle Onetsugi Marchandos. C'est un titre qui va être terminé en 2 tomes, donc on est vraiment sur des séries courtes aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de séries courtes. Hein. Et on a la chance déjà que le titre va sortir donc fin du mois, hein, le 27, et on a la chance d'avoir les sorties du tome 1 et 2 en même temps, voilà, simultané, c'est ça que je cherchais. Donc Komiku sort les 2 tomes en simultané,
et déjà moi personnellement c'est les couvertures m'ont un petit peu attiré l'œil, voilà. Et le synopsis c'est vraiment sympa, mais avant de parler du synopsis, juste parler un petit peu de l'auteur. Alors on a vraiment très peu d'informations par contre sur l'auteur, en général j'essaie de trouver un petit peu, il y a son Twitter qui est en bas comme d'habitude, quand je le trouve en tout cas. Et donc Ojoy, et Ojoy, bah en vrai, j'ai malheureusement très très peu d'informations sur cette personne. J'ai juste trouvé ça, petit fun fact en passant, voilà, cette personne s'amuse à dessiner son chat et à le rendre en avatar, je trouvais ça très fun, je suis allez vas-y on va mettre ça me fait marrer. Donc voilà, et au moins on sait d'où sort à peu près son avatar, son propre chat. Mais du coup pour revenir à Onetsugi, du coup, marchand d'os, on va avoir affaire à une personne qui, bah du coup, Onetsugi, qui gère une boutique un petit peu mal famée, entre guillemets, et on l'appelle la boutique d'os, voilà. Et dans cette boutique, cette personne a le pouvoir de vous faire réaliser vraiment l'ensemble de vos souhaits. Peu importe ce que c'est, peu importe la grandeur du souhait, peu importe ce que c'est. Mais bien évidemment, on se doute bien qu'il y a toujours une contrepartie qui va faire ça, qui va être en échange d'un souhait ou d'une force, ou par exemple peut-être quelqu'un qui va avoir une force surhumaine, ou alors être magnifique, ou des choses comme ça. Alors que, hop là, je dois retirer un chat, hop, sinon elle va se coucher sur le clavier. Allez, à plus tard cocotte. Et du coup, par exemple, ou l'immortalité, ou des choses comme ça. Donc des souhaits communs, on va dire. Et à cette fameuse boutique d'os, on peut avoir ce qu'on veut, mais avec l'échange équivalent, bien sûr. Donc on est un petit peu dans le délire... je sais pas s'il y a un délire d'alchimie, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment l'échange équivalent, où si tu veux quelque chose, tu dois apporter quelque chose de même valeur, ou de même poids, entre guillemets. Et évidemment, quand la personne accepte ce marché, hein, on pourrait limite croire que c'est du marché noir, quand la personne accepte ce marché, Onetsugi va se charger, en tout cas le gérant de la boutique va se charger de greffer des os directement sur les corps des personnes pour pouvoir réaliser leurs souhaits. Sauf que la plupart du temps, les clients, ça tourne mal. Voilà, faut dire ce qui est. Donc je pense on va pas avoir forcément un fil rouge, mais on va juste avoir des rencontres au fur et à mesure. On va avoir peut-être des histoires courtes entre guillemets sur des clients qui viennent dans cette boutique, qui se présentent et qui voir comment ça se passe pour eux. Voilà. Le dessin a l'air sympa, voilà. Le dessin me somme toute peut-être assez classique, même si la couverture était vraiment sympa. J'aime beaucoup le travail d'édition de Komiku en tout cas là-dessus. La couverture est vraiment très belle. Mais on va voir ce que ça va donner en termes de dessin qui a l'air somme toute assez classique, mais surtout en termes d'ambiance. Moi, c'est vraiment l'ambiance qui m'intéresse dans ce titre. Je me dis qu'on va avoir une ambiance un petit peu dark fantasy qui peut être très sympa, et pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas, ça peut être très cool. 2 tomes terminés, on s'engage sur rien du tout. En général, personnellement, les séries chez Komiku, j'ai aucun souci. Dans l'ensemble, c'est toujours des bonnes surprises. J'en attends... En fait, Komiku, pour moi, c'est l'éditeur sans prétention qui t'apporte quand même des pépites sympas. Voilà. Donc je pense à des séries Komiku, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que je lis récemment, j'ai lu bah du coup il y a toujours les anciennes Magus Braille, mais c'est un peu, je pense au Gift, je pense à des séries comme ça, c'est leur série mère, mais il y a Faraway Paladin qui est peut-être pour moi un des meilleurs isekai que j'ai pu lire. Voilà, c'est des séries comme ça qui payent pas de mine, mais qui sont vraiment sympas. Donc voilà pour cette série. Est-ce que dans le chat, cette série, vous en aviez déjà entendu parler? Ou typiquement, est-ce que vous en aviez déjà... Est-ce que c'était déjà en wishlist, hein, je ne sais pas. Et si vous avez pas entendu parler, est-ce que cette série pourrait peut-être vous tenter? Voilà, par exemple, hein, je suis juste curieux d'avoir les retours. Je tiens à préciser, bien sûr, comme d'habitude, que je ne suis sponsorisé par aucun éditeur. Donc, voilà, tout ce que je dis, bien sûr, c'est totalement mon avis totalement subjectif, et j'ai aucune value à dire acheter ci ou acheter ça, quoi. C'est juste par curiosité. Donc voilà pour Onetsugi. Ouais, comme je disais, moi je le prendrais parce que je suis très curieux. Voilà, je suis très curieux, donc à voir. À voir. Concernant les prochains titres. Après on revoit les petits chats. Voilà.
Les prochains titres, ça va être un titre qui va être intéressant parce qu'il va y avoir 2 présentations à faire, même si malheureusement je n'ai pas eu, enfin je n'ai pas réussi à glaner beaucoup d'informations sur une des infos que je vais vous délivrer. C'est le titre qui va sortir chez Reborn, l'édition Reborn, les maisons d'édition Reborn qui vient tout juste de pop, hein, voilà, qui vient tout juste de sortir. La maison d'édition Reborn va nous présenter la série Sinners. Sinners, qui est une série qui a été créée par 2 auteurs taïwanais. Je suppose qu'ils sont en couple, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, voilà, leurs avatars... Alors déjà, avant de vous expliquer ma théorie, mais je pense qu'ils sont en couple, faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. C'est que, donc on a au dessin / au scénario, les 2 personnes, parce que les 2 se complètent, voilà, là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé auteur, et non pas dessinateur et scénariste comme je fais en général, parce que les 2 échangent tous les 2 en même temps, travaillent tous les 2 en même temps sur les mêmes œuvres. Et du coup, on va avoir Gyu Tsai et du coup Tiao Xiaolong. Et ces 2 personnes sont d'origine taïwanaise. Et d'ailleurs, littéralement, leur traduction, si on prend les traductions littérales de leur nom, c'est bébé saumon pour elle et bébé requin pour lui. Ça m'a beaucoup fait rire, je trouvais ça très mignon. Et du coup, leurs avatars, quand ils se représentent en termes de dessin, ou même quand ils veulent se cacher sur des photos, ils mettent une tête de bébé requin et une tête de bébé saumon. Voilà, donc je trouve ça très mignon. Et je voulais juste mettre ça, un petit fun fact en passant, voilà, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Du coup, pour revenir à Sinners, c'est une série qui va être une série de dark fantasy, c'est une série qui est terminée déjà en 7 tomes, voilà. Donc on sait sur quoi on s'engage. Le tome 1 sortait aujourd'hui, donc du coup bah moi je suis unlucky parce que malheureusement on est férié en Alsace, donc du coup pareil, c'est une série que j'aurais voulu avoir aujourd'hui, mais que je ne peux pas parce que bah forcément, voilà, week-end de Pâques, Alsace-Lorraine, on est avec un week-end de 4 jours, donc je pourrais le choper que mardi, voilà, à mon grand regret. L'histoire, c'est que on va suivre un petit peu un univers. Ils sont en couple, d'accord. Ça me surprend pas, du coup. Ça me surprend pas, du coup. L'histoire, c'est qu'on va être dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est vraiment... Enfin, en dehors de l'histoire, en tout cas en dehors de Sinners, le purgatoire, c'est vraiment un domaine qu'on a toujours un petit peu... beaucoup de monde est intéressé par cette légende du purgatoire, où c'est vraiment... On est entre le paradis, l'enfer, c'est vraiment la zone du milieu où en gros, les personnes soit qui sont en attente de jugement, soit qui n'ont pas accès au jugement, voilà, entre guillemets, on va dire ça comme ça, sont toujours dans l'attente de se faire juger, ou alors de juste en train d'errer, en fait. Et il y a un jour, dans Sinners, il y a eu le jour du jugement dernier qui est arrivé, et le purgatoire a créé beaucoup de fissures, voilà, beaucoup d'accès, entre guillemets, qui ont surgi un petit peu aux 4 coins de la Terre, et il y a toutes les atrocités qui sont sorties des entrailles du purgatoire, qui sont arrivées sur Terre. Donc, forcément, ce qui va se passer, c'est que, bah, en gros, toutes les âmes qui n'ont pas été jugées, les âmes damnées, entre guillemets, vont arriver sur Terre, et, bah, bien évidemment, ça fout le boxon, hein, voilà. Donc, qui dit boxon dit que surtout que les âmes qui vont arriver sur Terre, en tout cas, vont posséder les humains, et ces humains, quand ils vont être possédés, ils vont se transformer en monstres, voilà, que dans Sinners, elles sont appelées des abominations. Et en gros, le seul but, c'est littéralement de mettre le chaos et de réduire l'humanité à néant, quoi. Donc on va être dans cet univers-là, où on va suivre des gens qui essayent de survivre à ces atrocités, à ces abominations. Et du coup, tout simplement aussi, quand on dit les abominations, mais on parle des monstres, mais évidemment, on sait très bien quand c'est période un peu trouble, quand il y a des contextes, des histoires, entre guillemets, dark fantasy et choses comme ça, il y a aussi beaucoup de guéguerre, entre guillemets, aussi entre humains. Donc, à mon avis, on va avoir une facette abomination, une facette humain, et une facette survie. Ouais, et on va suivre différents protagonistes là-dedans, dans ce triangle de la survie contre les humains, mais aussi contre les abominations, qui sont l'ennemi commun, entre guillemets, mais bon. Oui, c'est Bébé Saumon Azuka. J'ai mis la petite image tout à l'heure.
Voilà, avec la bannière de présentation de Sinners, qui était très sympa, donc du coup je l'ai chopé, j'ai réussi à la récupérer sur un site en taïwanais, donc c'était un petit peu, enfin en chinois du coup, donc c'était un peu compliqué pour comprendre, mais en tout cas l'image parle d'elle-même. Les couvertures sont très jolies, alors du coup je tiens à préciser, la seule couverture officielle qui a été annoncée c'est celle-ci, que vous avez actuellement à l'écran. Les autres couvertures que j'ai glanées, sauf celle du tome 2 parce qu'on a le logo de l'éditeur en bas à droite, les autres couvertures je les ai prises sur un site chinois qui revendait les Sinners en chinois, voilà tout simplement. Mais comme Reborn a l'air d'avoir adopté une politique d'édition très fidèle à l'œuvre de base, je me suis dit bah je pense qu'ils vont garder les mêmes couvertures. Donc elles sont vraiment très belles en fait, donc il n'y a pas eu... ils ont juste mis leur logo dessus, mais ça fait vraiment le taf. À voir comment ça va être physiquement parlant l'édition. En termes de prix, on va être à 8€. 8€, c'est l'équivalent d'un manga classique. Donc très curieux. Très curieux de voir ce que ça va donner en termes de planches aussi, en termes de dessin, parce que les couvertures sont magnifiques. Après on verra en termes de dessin ce que ça va donner. En tout cas pour une Dark Fantasy, ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on en a pas eu, qui sort un petit peu de... En termes d'ambiance surtout, parce qu'en termes d'histoire, on a souvent des histoires qui tournent autour du purgatoire ou des enfers, des démons, etc. Mais en termes d'ambiance, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une ambiance qui est complètement assumée Dark Fantasy, et j'ai l'impression que ça fait pas longtemps... Enfin, ça fait pas... Ça manquait un petit peu, voilà, ça fait quelques années, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu ça. Après, tout le monde va me sortir plein de titres, mais moi, de mon point de vue, j'en ai pas vu passer tant que ça, en tout cas. Donc, ouais, ça peut être très cool. Et d'ailleurs, ils sont sur une autre série, j'ai l'impression, qui s'appelle Off Meta, qui a apparemment un aspect plutôt de jeu vidéo. Donc, leur dernière série, qui travaille dessus depuis 2 ans, là, déjà. Sachant que Sinners, c'était une série qui était déjà terminée, ça faisait un petit moment qu'elle était finie. Je dirais dans les 2019-2020 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un petit moment qu'ils avaient terminé la série et ils sont passés à autre chose. Donc en tout cas, très curieux de voir ce que ça va donner. 7 tomes terminés, donc au moins on sait où on va. C'est une série qui a quand même plutôt... J'ai l'impression qu'elle a plutôt bien marché en Chine, / Taïwan. Et du coup, bah, je me dis que... on commence à avoir de plus en plus de séries et de nouvelles maisons d'édition qui pop, petite pensée à Komogi par exemple, ou des éditeurs comme ça, qui arrivent avec du contenu taïwanais, chinois ou coréen, les webtoons, voilà. Et on a d'autres séries à nous proposer, et ça peut être une autre dimension, ça peut être très sympa de découvrir un petit peu ce qu'on a en dehors du Japon, même si le Japon, bien sûr, c'est ce qu'on a en premier avec les mangas, mais il y a d'autres choses à proposer, et en vrai, ça peut être très très cool. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez concernant ce titre. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous interpelle au moins? Est-ce que vous êtes en mode oh non, go next? Je sais pas du tout. Juste savoir un petit peu votre ressenti. Malheureusement, j'ai pas pu trouver de planches. Voilà, j'aurais voulu avoir plus de planches que à vous parler. La seule planche que j'ai trouvée, c'est une planche couleur où on voit le personnage principal. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de dessin. J'ai très hâte de le feuilleter en tout cas. Voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, je sais pas. Voilà, je sais pas, c'est vraiment... je reste dans l'attente. Je suis très... Enfin, je suis très triste, entre guillemets, de ne pas pouvoir vous le présenter en physique aujourd'hui. Comme j'aurais pu avoir aussi pour un autre titre qu'on aura après. Pourtant, j'y suis allé ce matin, mais j'avais complètement zappé que c'était férié en Alsace, donc RIP. Ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois, en tout cas pour la présentation en physique. Dès que j'ai les volumes en physique, j'essaie de les montrer à la caméra aussi, bien sûr. Pour moi, c'est logique, tu vois. Donc on verra pour la suite. Ensuite, prochain titre, je vais juste boire un coup vite fait. Le prochain titre, c'est un titre que j'attends beaucoup. Et là, on va me dire, et t'attends tous les titres beaucoup? Non, là, il y a vraiment des attentes qui sont un peu différentes. Il y a des attentes où c'est de la curiosité, et il y a des attentes où je sais que ça va déjà me plaire. Voilà, je sais de base que ça va me plaire, parce que quand tu aimes un auteur, en général, quand tu aimes ce qu'il fait, cet auteur, bah forcément, ces autres titres, la plupart du temps, te plaisent. En tout cas, tu retrouves ce que tu as aimé dans les autres titres. Prochain titre dont je vais vous parler, du coup, c'est Evol, qui va sortir, ce mois-ci. Qui va sortir, semaine prochaine, donc le 12. À un prix qui est...
Alors là, par contre, j'aimerais qu'on parle du prix. 19,99. Là, par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu... Voilà, ça m'a un petit peu titillé. Je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer à ce prix-là. Parce que 19,99, si l'édition elle est pas au détour... Ouais, ça va grincer des dents, ça m'embête. Ça m'embêterait, vraiment. J'ai un peu peur, pour être franc. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais on juge pas tout de suite, on va voir qu'on... Un prix français, ça... Ouais, c'est pour pas dire 20 euros, mais... 20 euros, je trouve ça cher pour ce que c'est. Voilà. À voir, vrai... je peux pas juger, je l'ai pas eu dans les mains. Mais 20 euros, je trouve ça cher. Voilà. En plus, en termes de nombre de pages, on va être à 276 pages, donc du coup, c'est la moyenne haute du manga. On aura un grand format, il faut au moins ça à ce prix-là. Mais, enfin, j'espère qu'on aura un grand format, parce que par pitié, quoi. Mais, c'est un des titres que j'attends beaucoup, parce que j'aime beaucoup Atsushi Kaneko. Pour ceux qui ne connaissent pas Atsushi Kaneko, c'est un auteur qui a toujours un petit peu été à contre-courant au Japon, voilà. C'est un auteur qui vraiment, on le connaît pour d'autres titres, il a sorti plusieurs titres en France, il y a eu Soil qui est chez Ankama, il y a eu Defco qui est chez Casterman, il y a eu Bambi qui est chez Imo, il y a eu Wet Moon aussi, et il y a eu Search and Destroy qui est peut-être un de ses plus récents, voilà, qui était également sorti du coup chez Delcourt, en petit format. Les titres les plus récents qu'on a eu, donc c'est l'édition remodeled de Bambi, qui est sortie chez Imo. Voilà, ils ont refait une réimpression qui est très cool, vraiment. Merci en tout cas. C'est gentil parce que du coup, les anciens sont introuvables, littéralement. Et la nouvelle édition est propre, donc cool. Les Soils sont toujours disponibles, ça va. Defco c'est toujours disponible. Les Wet Moon sont introuvables. Je les ai lus moi dans une médiathèque, j'ai eu la chance de pouvoir les lire dans une médiathèque. Mais sinon c'est introuvable. Et du coup, Search and Destroy, qui est une adaptation de Tezuka, donc voilà. Voilà pour à peu près les titres de Atsushi Kaneko. Et pour ceux qui connaissent pas un peu l'auteur, c'est un auteur qui a déjà commencé dans les années 90, donc ça fait un petit moment qu'il est sur la scène. Et il est considéré comme un auteur en dehors de la sphère mangaka, parce que il n'a quasiment eu aucune influence, hormis Tezuka. Il a quasiment été jamais influencé par la culture japonaise, par la culture nippone, sur les œuvres de manga. Toutes ces influences, ça vient majoritairement des comics. Voilà. Il a beaucoup aimé les comics, il a toujours lu des comics, il a eu beaucoup d'influences américaines, donc ce qui est très rare au Japon, parce qu'on est quand même sur une société qui est vraiment très isolationniste, je vais y arriver. Et c'est vraiment très rare d'avoir quelqu'un qui soit inspiré par la culture américaine et qui fasse du manga derrière. Donc c'est pour ça qu'en termes de planche, on est toujours un petit peu perturbé quand on lit du Kaneko, parce qu'on s'attend pas à ça. Voilà, on s'attend pas à ça quand on ouvre un manga. On est vraiment sur une patte comics. Bref, voilà à peu près pour Atsushi Kaneko. Il a fait beaucoup de titres. Il y a aussi... il y a eu le... Mais après, c'est des titres, malheureusement, sont pas forcément trouvables. Il y a eu le Strip, qui est sorti chez Pika, qui est introuvable. Bon, White Moon, tout à l'heure, qui était introuvable. Et en tout cas, il a plein d'autres titres, mais qu'on n'a pas encore eu en France. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a... Enfin, en termes de lecture, j'ai découvert ça il y a 2 ans, grand max. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est pas du tout ma cam initialement. Et vraiment, c'est un gros kiff, Atsushi Kaneko. C'est vraiment des lectures défouloirs. Voilà, c'est vraiment des lectures défouloirs, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, dans Evol qui est sa nouvelle série, qui est une série qui a 5 tomes en cours au Japon. Nous, on a le premier tome qui arrive en France, où on va suivre un groupe de 3 filles. Voilà. Il y a 3 filles qui... elles avaient prévu de faire toutes les 3 une tentative de suicide. Donc, ça vous met dans l'ambiance, voilà. Et... Non, 3 filles, non, pardon. C'est 2 filles et un garçon. 3 filles. C'est 2 filles et un garçon. Et en fait, ils sont dans un monde qui ne leur plaît pas. Ils sont dans un monde qui ne leur plaît pas, ils sont dans un monde qui les a déçus, c'est un monde qui leur a chié à la tronche, hein, faut dire ce qui est. Qui vraiment sont dans un monde où vraiment... Ils sont nés dans la violence, vraiment...
Rien ne va pour eux. Et suite à un jour fatidique, ils ont décidé de donner fin à leur vie. Et ça ne marchera pas, parce que quand ils vont reprendre connaissance à l'hôpital, ils se sont rendus compte, quand ils reprennent, ils sortent du coma un petit peu, ils sortent voilà, de leurs blessures, ils se rendent compte qu'ils ont chopé des pouvoirs. Et des pouvoirs qui sont en principe des pouvoirs qu'on attribue aux héros. Voilà, c'est vraiment des héros, des pouvoirs liés à la justice, donc on ne sait pas encore quel pouvoir ça va être, mais c'est des pouvoirs liés à la justice, aux héros, etc. Sauf qu'on est avec des personnes qui sont littéralement des anti-héros. Ils sont pas là, en fait, ils veulent pas mettre, ils voudront pas mettre leur pouvoir au profit du bien. Et du coup, on va avoir ces 3 personnes qui détestent la société. Bah en fait, ils vont utiliser leur pouvoir pour faire ce que bon leur semble. Et maintenant, personne pourra les emmerder parce qu'ils ont des pouvoirs. Donc on va suivre leur quotidien et on va suivre surtout un petit peu leur déboire, à mon avis. Et ça va être, je pense, ça va être encore incroyable. C'est vraiment un titre dont j'attends beaucoup. Les titres que j'ai lus de Atsushi Kaneko, ils m'ont tous mis une claque. Que ça soit Defco, que ça soit Wet Moon, que ça soit Bambi, là je suis en train de les lire en même temps. Je trouve ça vraiment très cool. Et Defco, c'était vraiment très très cool aussi. Donc, très heureux de retrouver du Kaneko, très heureux de revoir ce que ça a donné. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai un peu peur, c'est le prix que je ne comprends pas. Je suis très curieux de voir comment va être l'édition proposée par Delcourt Tonkam, parce que c'est quelque chose que je vais vraiment attendre au tournant. Vraiment, je vais l'attendre au tournant. Parce que... Pourquoi? Pourquoi en fait? C'est... À part si on a une édition même en grand format et... Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je trouve ça vraiment très cher, 19,99. Mais je peux pas juger un produit sans l'avoir eu dans les mains. Je vous en reparlerai. Ça c'est sûr, je vous en reparlerai. Que ça soit en bien ou en mal. Mais je vous en reparlerai. À voir. Est-ce que vous avez déjà lu du Kaneko dans le chat? Est-ce que vous avez déjà touché un petit peu à ces titres? Est-ce que vous aviez déjà aperçu ces titres aussi? Parce que c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un lectorat de niche, encore une fois. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, ce que je comprends, parce que c'est quelque chose qui est assez atypique. Mais je suis très curieux de voir si je suis pas le seul à être pro Kaneko sur ce coup-là, en tout cas. Et vraiment, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner Evol. Quand j'avais vu le titre sortir à l'époque et le synopsis, j'étais en mode ok, ça risque d'être encore incroyable. Ça risque d'être encore incroyable. Bon, ça va être full sanglant parce qu'on est habitué avec ça, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, la porte d'entrée, si jamais, ça a été le Search and Destroy de l'adaptation de Tezuka. Ça a été ma porte d'entrée pour lire du Atsushi Kaneko et c'était vraiment tip top. Peut-être, vraiment, c'est peut-être un de ses titres préférés que j'ai pu lire. Je n'ai pas encore pu lire Soil, parce que Soil, il y a 11 tomes ou 12 tomes, je crois, de mémoire, et c'est introuvable en occasion. Voilà. Ça existe encore en neuf, mais je trouve que c'est un peu cher. Je crois qu'on est à 10 ou 11 euros le tome, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est encore un peu cher, donc j'espère pouvoir les choper en occasion, quitte à les compléter en neuf derrière, mais c'est une série qui est dans ma wishlist et qui n'en démord pas, même si on est dans un autre registre par rapport aux autres titres de Kaneko, ou Defco c'est un défouloir, Bambi c'est un défouloir, Search and Destroy c'est dans le titre, c'est un défouloir, White Moon est un petit peu plus particulier, et Evol on verra bien, mais à mon avis on est parti dans le même objectif. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, très curieux. Très curieux de voir ce que ça va donner et de voir ce premier titre. Changement d'ambiance, pas vraiment. Du coup, on va passer chez Mangetsu. On va être sur un titre... comment dire? Comment dire? C'est vrai que depuis le début, je vous ai présenté des titres qui sont dans l'ensemble assez dark. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe en sélectionnant, mais en tout cas, c'est des titres qui, moi, m'ont attiré. Prochain titre chez Mangetsu, qui est sorti avant-hier et que du coup je devais avoir également aujourd'hui en physique et que malheureusement je ne l'ai pas. Je comptais l'avoir lu aussi, mais voilà, je tape. Night of the Living Cat, qui m'a fait énormément rire au synopsis, voilà. Et qui graphiquement a l'air d'être tip top. C'est vraiment un titre que je suis très très curieux de voir ce que ça a donné. Concernant au scénario, du coup on a Osaki Takahito, j'ai
aucune info sur cette personne, à part son Twitter, comme d'habitude vous l'avez en bas. Et concernant au dessin, on a Tsurukame qui est une personne qui n'avait pas fait plus que ça enfin, qui est un dessinateur, qui n'avait pas fait plus que ça de série. Les seules infos que j'ai trouvées sur cette personne, c'est qu'avant, il faisait pas... Enfin, qu'il fait toujours partie d'un cercle faisant des doujinshi, donc voilà. Je suis assez surpris, du coup, de voir ça. Mais, ça va être... Après, sur les titres, en tout cas sur les titres, ils ont leur pseudo, ils ont Hawkman et Mecha-Roots, mais c'est un de leurs surnoms, on va dire. Mais c'est les mêmes personnes, du coup, si jamais. Hein. Donc, concernant l'histoire, ça va être incroyable. Je vais vous lire mot par mot le synopsis, et faut qu'on en parle après, parce que même l'écriture du synopsis m'a fait beaucoup là. Le monde était dominé par les chats. Un virus frappe le monde et transforme les humains en chats. Les humains qui sont attaqués par des chats deviennent eux-mêmes des chats. Il faut sauver l'humanité de cette pandémie, le nouvel âge de zombies tant attendu est arrivé. Ok. On est totalement dans du gros what the fuck, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial, ça donne énormément envie. Le dessin est top, voilà. On est vraiment dans une histoire complètement what the fuck. Même les personnages, je sais pas si vous arrivez à voir, mais même le tabar, ça fait des yeux de chat. Enfin voilà, c'est vraiment de la comédie un peu sombre, mais je trouve ça très fun en fait. Je trouve ça complètement second degré, voire troisième degré, où vraiment t'as des chats qui sont devenus des zombies, et pour attaquer les gens, ils s'endorment dessus, mais il y a pas de... Enfin, à ce que j'ai compris, c'est des planches où... D'ailleurs, il y a des planches, je crois que c'est exceptionnel, mais d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à du Sawai Pump, je sais pas si vous avez la ref, mais en termes de planches de mouvement, ça me fait penser à du Sawai Pump. Et du coup, voilà, c'est sans prise de tête, c'est vraiment 4Pocalypse Now, c'est vraiment des jeux de mots complètement foireux dans tous les sens. Ça va être quelque chose, ça va être très drôle. Et c'est une série qui est en cours, avec 3 tomes au Japon. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner, juste pour le tome 1, au moins pour le tome 1 pour me donner un avis. Mais quand j'ai vu le scénario, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est... où tu vois, c'est vraiment... Enfin, rien ne va, mais tout va en même temps. C'est vraiment le genre de type. Moi, je me dis, j'ai toujours rêvé de lire une connerie pareille, entre guillemets. Je dis bien connerie, entre guillemets, parce que c'est vraiment emmener un délire et le pousser jusqu'au bout et se dire, allez, on va en faire quelque chose. Personne n'y a pensé. Et je dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi? Oh, c'est trop bien, en vrai. Le synopsis m'a beaucoup fait rire. Ça, c'est quelque chose que j'attends. Du coup, j'en attends beaucoup, parce qu'en vrai, je pense que ça va être très drôle. Ça va être complètement what the fuck, où t'as vraiment des gens qui essayent de survivre et de pas se faire transformer en chat. Et eux, ils prennent ça vraiment en mode, vas-y, on va crever, on va se faire transformer en chat. Et les zombards sont des chats, mais si tu le sors de ce contexte, c'est littéralement des gens qui sont poursuivis par des chats, quoi. Et qui sont et qui deviennent des chats à leur tour. T'es en mode, bon, en soi, où est le problème, quoi. Mais je trouve ça trop drôle. Je trouve ça vraiment trop drôle. Donc ouais, ça peut être très cool. Je vous ai mis les visuels provisoires qui sont proposés par Mangetsu. Pour l'instant, les visuels n'ont pas été encore validés de leur côté. Donc on a juste la couverture du tome 1 qui a été validée par Mangetsu, qui est très belle d'ailleurs. Je trouve la couverture est vraiment très sympa. Et on verra les autres couvertures si, je pense qu'ils vont un petit peu les modifier, parce que là ils ont changé la trame de fond et choses comme ça. Mais les couvertures sont vraiment très sympas, le dessin est magnifique, moi je trouve. Enfin, ça a vraiment une esthétique très particulière. Et hâte de voir où ils vont aller avec ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils peuvent faire avec ça en fait. On va avoir des clichés d'apocalypse zombie transposé sur des chats. Donc, plus cliché que ça, tu meurs en fait, mais je trouve ça très drôle. Je trouve ça vraiment très drôle. En tout cas, ouais, je sais pas si ce titre peut vous plaire. C'est un titre à prendre au 55e degré, je sais pas. Mais des séries What the Fuck, ça nous fait du bien de temps en temps. Hein. En série What the Fuck, on a la collection What the Fuck Akata qui existe. Hein. Mais on a un petit peu de chez Nazca aussi avec des séries un petit peu What the Fuck.
Mais je trouve on en a pas assez, voilà. Et en vrai de temps en temps, c'est si tu débranches la tête. Et puis, je crois que chez Mangetsu, il y avait aussi Pong Pong de mémoire aussi dans le What the fuck. C'est un autre registre, mais voilà, c'est le genre de série qui font... Tu te prends pas la tête, quoi. Tu te prends vraiment pas la tête et puis allez, let's go. Ça peut être très drôle. Ça peut être très très drôle. Donc voilà pour les nouveautés. Pour les nouveautés qui vont paraître. En tout cas pour les 5 titres dont je vous parle aujourd'hui. Parce qu'en soi, il y en a beaucoup des nouveautés en avril. Et j'en garde pour la prochaine émission. On y aura le blabla bien sûr semaine prochaine. Mais dans 2 semaines on fera une nouvelle édition. Si ça se passe bien, je serai avec des libraires. Voilà, donc c'est plutôt cool. J'aurai des invités ce jour-là. Et normalement ça se passera bien, donc on sera plusieurs voilà, pour parler de nos titres. Mais pour cette fois je suis solo, mais en tout cas j'essaie toujours d'avoir des invités. Et en tout cas n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles de venir dans mon émission, je suis très ouvert en termes de lectorat, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter en DM sur Twitter ou même sur Discord, il n'y a pas de souci. Voilà. Concernant les prochains titres, on va parler de mes lectures récentes. Ce sont des titres que j'ai pu lire il y a grand maximum un mois en général, sauf pour une série, vous allez comprendre, c'est Kowloon. Ce Kowloon est toujours en cours. Mais les séries dont on va parler aujourd'hui, ça va être Sensu, qui est une série qui est déjà terminée du coup, Ex Nihilo, qui est une série également terminée, Abara, qui est un one-shot, et Kowloon, qui est une série en cours chez Kana. On va parler de ces 4 titres, ces 4 séries. J'ai essayé d'en prendre à chaque fois avec moi, sauf les sensus, du coup j'ai dû les rendre, parce que je les avais lus, mais c'est à une amie, je vais y arriver. Donc du coup j'ai dû les rendre, mais j'ai toujours les petits visuels pour vous illustrer tout ça. Voilà. Concernant la première série, on va parler de Sensu. Alors, ça va être très dur pour moi d'être objectif sur cette série, parce que je suis très fan de Daisuke Imai. Ceux qui sont dans le chat me connaissent, enfin ceux qui ont l'habitude de venir me connaissent et savent que je suis vraiment pas un aficionado, mais j'aimerais qu'il y ait d'autres séries de Daisuke Imai qui arrivent en France. N'attendez pas à ça. Bref, pour Daisuke Imai, du coup, c'est l'auteur qui a fait plusieurs séries qu'on a déjà eu en France. En tout cas, je vous parlais des séries qu'on a déjà eu en France. On a eu Destin Parallèle, elle et lui, on a eu Paka, on a eu... Oui, ça. On a eu Esprit d'ailleurs qui est un one-shot, et on a eu Sensu. Sensu qui est peut-être la série la plus ancienne qu'on a eue de sa part, qui est disponible aux éditions Casterman, qui est toujours trouvable, c'est pour ça que j'en parle. J'essaie de vous parler des séries qui sont toujours trouvables de toute façon. Qui est terminée en 5 tomes, où on a... j'ai lu 9 titres les derniers étant Oneira. Ok. T'en penses quoi d'Oneira? Tiens, je suis curieux d'avoir ton avis à chaud. Entre guillemets. Et du coup, pour Sensu, donc, on va suivre l'histoire du coup d'une jeune fille qui s'appelle Yoko. Yoko, on est dans une société japonaise standard, voilà. Yoko, il s'est passé un grave accident entre guillemets dans sa vie, c'est que son bus où elle était en voyage scolaire s'est complètement écrasé, enfin il y a eu un accident, une sortie de route. Et tout le monde a été considéré comme mort. Sauf que Yoko, de base, c'était une personne qui... qui était complètement paumée dans la vie, faut dire ce qui est. L'école, ça se passait pas bien. Sa famille, ça se passait pas bien. Son petit ami l'a trompé. Enfin, voilà. Et du coup, elle a survécu à cet accident et elle a décidé de disparaître de la société japonaise. Et... en disparaissant de la société japonaise, bah du coup tu n'as plus d'habitat, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien en fait. Et Yoko fait partie donc de ces personnes qui sont des sensus. Des sensus, c'est quoi, vous allez me dire? Ce sont des personnes qui ont des doubles des clés de vos appartements et qui vont habiter ou occuper les lieux pendant que vous êtes absent. Typiquement, là sur la planche, comme vous pouvez le voir, elle attend qu'une salarié woman du coup parte de chez elle, et dès qu'elle part de chez elle, elle rentre. Elle prend une douche, elle dort, etc. Et c'est vraiment un titre qui avait fait beaucoup parler de lui, en tout cas au Japon, parce qu'il y a eu même une adaptation en live action derrière et qui avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Et du coup,
On va suivre donc Yoko, cette sangsue, comme elle se nomme, qui va habiter chez les habitants, enfin chez les gens avec qui elle a réussi à récupérer les clés, et qui littéralement a une vie de vagabond, quoi. En fait, elle passe d'une maison à une autre, d'un appartement à un autre, et c'est sa vie, voilà. Elle a pas de thunes, elle est juste en train de tourner, et le but c'est de pas se faire griller, bien évidemment, parce que si tu te fais griller, bah tu ne peux plus habiter. Donc en gros, c'est vraiment d'aller chez eux, de prendre le strict minimum, et bah, de laisser le moins de traces possible. Et vraiment, on voit son quotidien là. Et ça va un petit peu basculer, s'accélérer jusqu'au jour où elle va un petit peu euh, rencontrer d'autres sangsues. Et c'est là où ça va prendre beaucoup d'ampleur le titre. C'est qu'il y a vraiment toute une histoire où t'as d'autres sangsues qui habitent chez des gens, etc. également. Et au début, c'est un petit peu une sorte de conflit de territoire où elle va rentrer dans le territoire d'une autre sangsue et qui va lui dire non mais t'as rien à faire là. Enfin, si une sangsue est là, si elle arrive d'abord, tu dois montrer ta présence. Et en gros, si tu ne montres pas ta présence, les sangsues ont le droit de s'entretuer parce qu'en soi, ce sont des personnes qui sont déjà mortes, qui n'existent plus dans la société. Donc, si elles disparaissent, à qui ça changera quoi que ce soit. Enfin, ça choquera personne, ça dérangera personne en fait. Donc elle se rend compte qu'elle rentre dans les bas-fonds un petit peu de la société, et c'est beaucoup plus sombre qu'elle le pensait. Et elle va faire une rencontre fatidique que je ne veux pas forcément dévoiler, qui va un petit peu aussi la bouleverser pas mal, et en même temps la forcer à prendre des décisions. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors juste avec le tome 1, j'aurais peut-être pas continué, dans l'ensemble c'est simple et plutôt intéressant. Ok, parce que moi avec le tome 1, justement, j'avais arrêté Oneira. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus loin, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi on me dit c'est cool, c'est sympa Oneira sur la suite. Moi avec ma lecture du tome 1, je t'avouerais que j'avais été un petit peu refroidi sur Oneira, et j'avais abandonné derrière. J'étais le premier désolé, parce qu'en vrai le dessin était très cool, mais c'était pas au niveau du dessin que ça me dérangeait. C'était plus au niveau de l'histoire. Et le tome 1 m'avait vraiment pas convaincu en termes d'histoire, par contre en termes de dessin c'est sublime. Federica Di Meo, elle bosse super bien, donc ça y a rien à dire sur le dessin. C'est comme elle est aussi sur Somnia, je crois, de mémoire. Pareil, tome 1, t'es dans un flashback, tu comprends pas trop ça. Bah ouais, je comprenais rien en fait au tome 1. Et j'étais en mode, ce genre de série, il faut sortir les tomes en simultané si vous voulez qu'on y arrive à quelque chose, parce que en vrai c'est trop compliqué quoi. Mais bref. Et du coup pour Sensu, bah voilà, c'est vraiment un titre qui m'a beaucoup marqué. Par sa simplicité et sa complexité en même temps. En soi, c'est juste une jeune fille qui vit, qui vit dans le quotidien des autres, et qui complètement paumée, qui essaie qui vit au jour le jour. Mais vraiment, elle se rend compte qu'il y a une espèce de décalage entre la société qu'elle a connue et la société qu'elle est en train de rencontrer, où vraiment là, cette espèce de société parallèle qui est vraiment hyper sombre, c'est vraiment des criminels, ça va être des gens complètement qui veulent se faire oublier en fait la plupart du temps. Donc ça peut être aussi des clandestins par exemple qui font le rôle de sensu, enfin voilà, toutes les personnes qui en tout cas voilà qui absorbent la société sans qu'elles le sachent vraiment. Et il y a vraiment tout un entourage assez sombre autour d'eux. Donc c'était vraiment très, très bien foutu, avec un fil rouge qui est derrière, qui est bien déroulé, qui est intéressant, avec des rebondissements quasiment à chaque tome, enfin même 1 à 2 rebondissements par tome. Et vraiment, moi personnellement j'adore le trait de Daisuke Imai, donc je suis un peu biaisé malheureusement. Mais c'est un trait assez minimaliste qui marche vraiment bien, et il arrive vraiment à faire jouer des ambiances par moments qui sont assez... on passe vraiment de la lumière complètement aux ténèbres quoi. Et il arrive vraiment à jouer là-dessus avec des traits qui se veulent assez simples. C'est vraiment toujours autant surpris de voir ce qu'est capable cette personne. Et en tout cas, très très content d'avoir découvert pardon, un de ces titres. Et Paka actuellement est en cours, et vraiment si vous aimez le folklore japonais avec un fond de romance, foncez parce que c'est vraiment bien foutu, et je pense tous ceux qui l'ont lu sont assez unanimes pour dire que c'est une série qui est vraiment sympa, Paka.
Moi le premier, mais je suis pas le seul sur ce coup-là, donc vraiment n'hésitez pas. Esprit d'ailleurs est un recueil d'histoires courtes, donc c'est un petit peu plus compliqué d'en parler, même si c'est très sympa aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui d'ailleurs m'a fait un petit peu découvrir la série, voilà. Avec Destin parallèle qui pour moi était une grosse claque, mais qui est propre à chacun parce que il y a des retours vraiment mitigés sur cette série. Il y a des gens qui adorent comme moi, et il y a d'autres gens qui sont complètement paumés parce que tu suis deux histoires en parallèle et que du coup bah forcément c'est pas évident à prendre en main, mais c'est 2 fois 3 tomes du coup. Et c'est vraiment une série qui est sympa. Voilà. Moi je le dis à chaque fois, je me répète sur cette série, c'est une expérience. Vivez l'expérience, ça peut être très cool. Prochain titre, du coup, on va parler de Ex Nihilo. Ex Nihilo qui était sorti chez Pika, voilà, qui était sorti l'année dernière chez Pika, qui est une série qui est terminée en 2 tomes. Donc on est vraiment sur des séries relativement courtes aujourd'hui, hein, vraiment. La série la plus longue qu'on a parlé pour l'instant, c'est Sinners avec 7 tomes. Voilà. Après, il y a des séries qui sont en cours, donc forcément c'est un peu plus compliqué de s'avancer. Mais en tout cas, sur les séries terminées, c'est Sinners la plus longue avec 7 tomes. Et Ex Nihilo, qui est une série qui est sortie chez Pika, de l'auteur de Alma, donc Shinji Mito. Shinji Mito qui avait sorti Alma, qui était paru chez Panini, qui était une série qui était sortie en 4 tomes, qui avait fait un gros bruit à l'époque, parce que c'était une personne qui d'ailleurs, il avait été primé pour Alma. Donc, et qui a été plusieurs fois primé d'ailleurs, Shinji Mito. D'ailleurs, il a été primé pour le prix du jeune talent, ça date un peu en 2015, mais quand même, c'était dans un magazine plutôt reconnu qui est le magazine Afternoon, donc c'est quand même pas n'importe quel magazine. Et du coup, dans Ex Nihilo, Shinji Mito, il s'est complètement lâché, entre guillemets. On lui a donné carte blanche sur une série, et Shinji Mito, il a vraiment tout mis dans Ex Nihilo. Vraiment, tous ses kiffs, en tout cas, il les a mis dans Ex Nihilo. Ça se ressent, c'est généreux, peut-être un peu trop généreux. On va en parler, mais donc, on va en parler, voilà. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Kamono. Kamono, du coup, c'est un lycéen, la vie vraiment classique, la vie scolaire, la famille, sa meilleure amie d'enfance. Voilà, c'est vraiment le quotidien classico-classique d'un japonais en adolescence. Voilà. D'un seul coup, un jour, alors qu'il est à l'école, il voit une jeune femme en haut d'un toit qui le fixe. Voilà, qui le fixe. Et il se rend compte qu'il est la seule personne à pouvoir voir cette femme. Cette femme va continuer un petit peu à l'observer, et au fur et à mesure des jours, elle va se présenter à lui, et elle va se présenter sous le nom de Anya. Anya, c'est une jeune fille de à peu près son âge, qui va lui expliquer beaucoup de choses, et c'est là où ça devient un petit peu... Yo Gaëtan, merci pour le petit coucou rapide, c'est gentil. J'espère que ça s'est bien passé, en tout cas chez Otaku le live. Et du coup, Anya va expliquer à Kamono que ils sont des créateurs. Qu'est-ce qu'un créateur, vous allez me dire? Parce que là, c'est comme ça, un créateur, ça peut être tout et n'importe quoi. Bah, on a vraiment la notion de créateur proche d'un dieu, en fait. C'est littéralement quelqu'un qui peut matérialiser l'ensemble de son imagination. C'est vraiment le gros de son pouvoir. Et ça peut prendre des dimensions assez énormes, voilà. Ça peut prendre, si t'imagines un stylo, il apparaît, mais aussi si t'imagines un immeuble, il apparaît, si t'imagines un avion, il apparaît. Voilà, c'est vraiment un énorme pouvoir. Puis la Yakuza, ah bah écoute, c'est-à-dire que ça s'est bien passé, je pense que oui, du coup sur du Yakuza en général, ça se passe bien. Et, du coup, elle lui explique qu'en tant que créateur, ils sont pas beaucoup dans le monde. Ils sont vraiment pas beaucoup. Et elle va lui dire que, bah, elle a besoin de son aide, voilà, que les créateurs se font traquer, et que elle veut essayer de l'enrôler avec lui pour que ensemble ils soient intuables entre guillemets, et voilà, que l'union fait la force, tout ça, tout ça. Et après, là, pour l'instant, ça va, tu vois. Pour l'instant, tu dis, ouais, c'est bon, l'histoire semble bien enclenchée, c'est somme toute assez classique, mais ça fonctionne. On a Kamono qui est complètement paumé, voilà, parce que lui, il est un peu en mode, je veux pas abandonner ma famille, ni mon ami, ni mon quotidien, pour une personne lambda qui me dit que j'ai des pouvoirs. Il a des pouvoirs, on est conscient.
Et c'est là où ça va un petit peu se bouleverser, c'est que bah, cette ville va se... Enfin, son quotidien va se faire attaquer par d'autres créateurs. Et il va devoir se défendre. Il va surtout devoir se défendre. Donc, c'est pour ça que il est emmené de force, voilà, contre son gré, dans cet univers qu'il connaît pas, parce que lui, pour lui, c'est un mec normal. Et il va se rendre compte au fur et à mesure, bah voilà, qu'il y a d'autres créateurs comme lui. Et là, ça devient assez classico-classique. Jusqu'au moment où, je spoil pas forcément parce que c'est assez rapide, où t'as une espèce de brigade anti-créateur qui arrive, et t'as les militaires avec la police qui veulent s'accaparer les pouvoirs des créateurs pour chacun leur propre objectif. Et surtout que Kamono, bah en fait, il va être emmené dans un monde parallèle. Le monde d'un autre créateur. Parce que les créateurs peuvent créer des mondes. Et là, j'étais en mode... Pardon. C'est là où ça devient un petit peu plus complexe et peut-être trop généreux en informations. Voilà. Où Kamono va être emmené dans un autre monde et... un petit peu contre son gré aussi, hein, vraiment. Et on va lui dire... Bah t'es dans un autre monde, maintenant, faut que t'arrives à te débrouiller à sortir de ce monde. Et là, t'es en mode... Et après on lui dit, en fait le monde que t'es dedans, maintenant le monde d'où tu viens, tu peux plus y retourner parce qu'en fait le monde il a été détruit quand on a créé ce monde là. T'es en mode... Quoi? Enfin, on change les règles très souvent. Et ça m'a un petit peu dérouté personnellement. Il y a beaucoup de chaos, que ce soit vis-à-vis des rôles de la police et des rôles des militaires qui sont censés avoir un objectif différent, qui ensuite vont essayer de choper les créateurs chacun à leur tour. Et eux qui veulent être dans aucun des deux camps. Après t'as Anya qui est un personnage qui littéralement devient une psychopathe au bout d'un moment, alors qu'au début t'es en mode bon bah elle est normale quoi. Elle se transforme un peu en psychopathe. Et une autre personne va être rencontrée, j'ai pas envie de spoil, mais c'était un bordel. Voilà, pour moi ça a été un bordel pendant cinquantaine de pages. Et après voilà, l'idée est intéressante mais ça va trop vite comme tu dis. Ouais, ça s'est développé hyper rapidement. Et malgré le fait que Shinji Mito il a eu carte blanche sur ce titre, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout contrôlé son titre. Et vers la fin, on nous balance tout. Et là t'es en mode, ok. T'es en mode, ok, bah merci mec. Mais vraiment il balance tout d'un coup. Et t'es en mode, mais pourquoi tu nous as pas parlé avant? Enfin voilà, on aurait pu comprendre, tu vois. Et bah c'était un peu trop dense. Voilà, c'était un peu trop dense. Après, gros point fort, je sais pas si vous avez lu Alma du coup de Shinji Mito qui est chez Panini en 4 tomes, qui pour moi est vraiment une bonne découverte, une bonne alternative pour découvrir l'auteur, où tu sens que le récit est beaucoup plus contrôlé, tu sens que les éditeurs étaient vraiment plus derrière lui. Là tu sens vraiment il s'est lâché mais comme Jaja quoi, et tu sens que c'est beaucoup plus maîtrisé, voilà. Dans Alma, avec un rythme un peu plus lent, même si on est sur là on est sur du science-fiction, voilà, faut dire ce qui est. Alors que dans Alma, on est sur du post-apo, mais en soi, les univers se regroupent un petit peu, avec que ce soit militairement ou même... Enfin, il y a des notions qui sont un petit peu... qui se rapprochent, quoi. Mais dans l'ensemble, par contre, graphiquement, c'est top. Graphiquement, c'est magnifique. Shinji Mito au dessin, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Il te sort de ses planches. Je prends juste une page random à chaque fois. Mon but, c'est vraiment pas de prendre genre The Planche, tu vois. Si la caméra veut bien. Voilà, merci caméra. Voilà. Ce genre de planche, c'est classique. Et après, tu pars du principe que il y a des planches de taré en fait. Quand t'as des planches de destruction, de combat, c'est vraiment hyper détaillé. Faut juste que j'en trouve une, bien évidemment. Je vous montre le tome 1, hein. Le but c'est pas de spoil. Voilà. Ce genre de planches qui sont vraiment très cool. On est sur des doubles planches. C'est vraiment sympa, tu vois. Yo, ça bouge, je reste pas longtemps, c'est vendredi, c'est soirée jeu. Oh bah écoute, le principal c'est que tu passes une bonne soirée. Voilà. c'est le principal. Après, c'est déjà gentil de passer, c'est très gentil de passer. J'essaie de trouver, je me rappelle d'une planche en particulier, et voilà, dans ces planches-là, où tu sens qu'il donne tout, en fait. Tu sens qu'il s'éclate sur ces planches-là, qui sont pas des planches très simples, je trouve. Vraiment, ce genre de planche, c'est assez fou.
C'est assez fou. Et vraiment, je suis très très content de découvrir ce genre de planche. Mais comme je disais, voilà, on est dans une œuvre qui est pas forcément hyper bien maîtrisée en termes d'écriture. C'est vraiment là où le bas blesse. Mais dans l'ensemble, ça se lit bien. Voilà. Tu dois quand même retourner un petit peu en arrière pour essayer de comprendre par moment. Mais dans l'ensemble, ça se lit bien. Après, c'est une série qui est en 2 tomes. Fallait se douter qu'elle allait avoir un moment et avoir un problème de rythme. Voilà. En fait, on te balance tellement de trucs dans le premier tome, tu dis c'est impossible que ça tienne en 2 tomes. Tu sais qu'il va y avoir des moments de faiblesse. Et bah ça a pas raté. Ça a pas raté, voilà. Mais en ensemble, c'était quand même un bon titre. En tout cas, moi je vous conseille chaudement, si vous voulez voir des planches assez spectaculaires. Alma est d'ailleurs encore plus beau de ce côté-là, de mon point de vue. Je me rappelle vraiment avoir vu des planches à souffler à couper le souffle, non pas à souffler le couple, ça marche pas du coup. Mais vraiment c'était très très cool. C'est très très cool. Est-ce que, alors je vois que Doc l'a déjà lu, est-ce que d'autres personnes ont lu Ex Nihilo? Est-ce que... vu que c'est une série qui était sortie l'année dernière, elle est toujours disponible hein, d'ailleurs. Hein. C'est assez facilement trouvable. Je vois que Doc était à peu près d'accord avec moi. Tu connais pas? Ok. C'est du coup ouais, la même personne qui a fait Alma. Les Alma ils sont là-haut chez... Non ils sont juste là mes Alma. D'ailleurs les Alma ils étaient magnifiques. De couverture. Ça fait comme ça les Alma. Ah, ma caméra leur fait vraiment pas honneur. Hein. Avec la couverture brillante et tout, c'était vraiment quelque chose. Hein. Et ça, les Almas c'est vraiment sympa. Si jamais. Hein. Vu dans les rayons de la Fnac, mais c'est tout. Ok, ok. Bon, c'est qu'ils sont encore disponibles. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à l'occasion à jeter un œil parce que c'est niveau dessin et niveau histoire, il a quand même un univers qui est sympa cet auteur. Et c'est des séries qui sont très courtes, donc du coup, je vous en engagez sur pas grand chose. Prochain titre, c'est un titre que j'avais déjà parlé, je l'avais juste... Patrick Balkany. Ah, c'est si fort. Voilà encore une recherche que Moment faisait souvent en navigation privée. Ah, j'ai perdu mes oreilles. Allô. Yo, t'entends plier. J'ai perdu mes oreilles. Pourquoi le son était si fort? J'étais en mode... Oh. Peut-être pas avec ce bruit-là. Peut-être pas avec ce bruit-là, du coup. En tout cas, on a bien entendu Antoine Daniel. De rien, ça me fait plaisir. Eh bah écoute, ça te fait plaisir, hein. Voilà, plaisir partagé, comme on dit. Lovely. Et du coup, on va pouvoir parler... J'espère que tu vas bien, en tout cas, tant pis. On va pouvoir parler de l'un des derniers titres, voilà, de la soirée. Et oui, parce que ça avance, ça avance. Je vais vous parler de ce bébé. Voilà, on va parler d'Abara. Abara, j'en ai parlé un petit peu dans la dernière émission, mais j'avais pas pu le lire. J'avais juste présenté. De Tsutomu. J'entends plus rien. Allô. Allô. Mais en tout cas, on va parler vite fait d'Abara. Je vais pas forcément refaire une grosse présentation sur le titre. Enfin, vite fait, voilà, on va parler des titres de l'auteur de Tsutomu. C'est pareil, c'est un auteur comme Daisuke Imai que je place vraiment... Voilà, c'est des auteurs de cœur. Donc il a fait Apossims, il a fait Night of Sidonia, il a fait Blame surtout, qui est peut-être sa série la plus connue. Et il a fait Biomega, et du coup, bah, là, on a Abara qui vient d'arriver. Abara qui est un titre qui date un peu, parce que c'est un titre qui était dans les années 2005 pour la première édition en France, voilà. Pardon, au Japon, et 2007 en France, c'est une édition qui était sortie à l'époque chez Glénat, et là on a une réédition, voilà, un beau bébé qui est au prix de 15 balles. C'est pas cher pour ce que c'est, parce que quand tu vois la taille, attendez, je vous mets un Ex Nihilo qui sont des beaux bébés, hein, je tiens à préciser, les Ex Nihilo à côté, c'est des beaux bébés. On va mettre full cam parce qu'on est des gens généreux, voilà. Nous sommes généreux, nous mettons un Ex Nihilo et je vais vous mettre un Kowloon, voilà, comme ça vous allez avoir les trois. En termes d'épaisseur, on est sur un parpaing. À peu près, hein. À peu près un parpaing et demi. Voilà. Ce sont des... c'est une belle bête. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une belle bête, voilà. Et du coup, Abara, qui
est un titre voilà, avec une grande édition qui se lit relativement bien, avec la couverture qui est vraiment souple. Hein, vraiment, j'ai eu aucun souci à lire et j'étais allongé. Hein, donc du coup, moi, vraiment aucun souci. Avec quelques planches couleurs d'ailleurs qui sont à la fin de mémoire. Qui sont à un moment, je ne sais plus. Je sais qu'il y a quelques planches couleurs à un moment. En tout cas, voilà, elles sont au début. On en a au début, on en a à la fin. Et du coup, bah, l'édition de Glénat est vraiment très propre. Dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme les Blame, c'est comme les... Ouais, c'est comme les Blame, quoi. Tu te muscles les doigts en tournant les pages en pierre. Ah non, mais... on n'est pas sur la brique de chez Panini avec les Lonely Cub. J'ai un doute sur le nom. Ça, c'était quelque chose, quand même. Avec la couverture rigide, là, t'étais en mode... Ah, Lonely Cub Wolf? Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était quelque chose, ça. J'ai... Normalement, bon, j'arrive pas à retrouver les planches couleurs, mais en tout cas, je vais vous les montrer après. Concernant l'histoire, déjà, l'auteur le dit lui-même. Quand il a relu son propre titre, il s'est dit « Bordel, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est incroyable. C'est incroyable. Dans le sens, il a dit « Bordel, qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans un sens, il a dit ça parce qu'il était en mode « Moi-même, je ne comprends pas ce que j'ai voulu dire. » Ça vous met j'allais dire l'eau à l'oreille, mais pas du tout. Enfin bref, voilà, c'est compris. Je suis complètement paumé. Et du coup, je l'ai lu. J'étais en mode, ok, je comprends la trame de fond, je comprends à peu près l'histoire où ça veut venir. Heureusement que j'ai lu le synopsis. Sans synopsis, ça aurait été hardcore. Je mettrai pas ça dans les mains de tout le monde. L'eau à la bouche. Ouais, mais je voulais dire la puce à l'oreille, voilà. C'est ça que je cherchais. J'ai fait un mélange entre l'eau à la bouche et la puce à l'oreille. Donc du coup, ça faisait la puce à la bouche. Il est passé le spécial. Oui, le spécial, il est passé à Azuka. Du coup, il est passé. Il était avant le spécial. Si vous avez raté ceux qui sont venus entre deux, vous avez raté ça. Voilà. El Famoso. El Famoso, mais bon, on en a déjà parlé, donc je vais pas retourner dessus. La puce à l'eau dans l'oreille de la bouche. Ah oui. C'est incroyable ça. Donc, Abara. Abara, c'est l'histoire, on est dans un univers... On est dans un vaisseau, déjà, on part du principe qu'on n'est pas sur une planète, on est sur un vaisseau. Et ça déjà, il le dit pas dans le titre. Voilà, parce que ça c'est quand même important de le notifier. On est dans un vaisseau spatial qui a une grandeur vraiment immense. Hein. On parle d'un vaisseau de plusieurs milliers de kilomètres carrés, hein, voilà. Il a tout mixé, mais au moins ça, on est sûr que ça fonctionne à peu près. Et on va suivre un jeune homme, voilà, qui, au début en tout cas, il arrive, tu vois un homme qui rentre dans une infirmerie, il dit j'ai besoin d'aide, et tu vois sa main, elle arrête pas de trembler. Il dit j'ai vraiment besoin d'aide, et non, ce n'est pas quelqu'un qui est en manque de drogue, c'est juste quelqu'un qui va se transformer, je dis bien juste quelqu'un qui va se transformer en Gona. En Gona, que sont des espèces de créatures comme vous pouvez voir à l'écran, donc là c'est un Gona blanc, du coup un Shirogona, Gona blanc, et monstre blanc littéralement, et du coup il y a des espèces de propagation, voilà, dans un monde où l'humanité est en déclin total dans d'un vaisseau où on a l'impression qu'ils sont partis de je ne sais où. C'est Wall-E. Ah, Wall-E, il a changé, hein. Et on va suivre, du coup, on a les Shirogona et les Kurogona, donc les monstres blancs, les monstres noirs, du coup, qui vont s'affronter, voilà. Et on est dans un peuple où, de temps en temps, des monstres apparaissent, qui sont les Gona blancs, du coup, les Shirogona, et qui ont la particularité de vouloir absolument absorber toute l'humanité, en fait, pour pouvoir se nourrir. C'est un petit peu problématique. Et on va surtout suivre une personne, du coup, qui s'appelle Shiro. Non. Ito. Voilà. Ça ressemble beaucoup à Junji Ito, d'ailleurs. C'est Denki Ito, du coup. Je vous laisse bon live week-end, ça marche Gaëtan, bon week-end de Pâques surtout, profites-en, j'espère que tu peux le fêter en famille, profites-en, voilà. Du coup, on va suivre du coup un Genki Ito, qui est un Denki, pardon, qui est un mec qui travaille dans une usine comme ça, et une personne vient le voir en mode, il y a un Shirogona, donc un Gona blanc qui arrive,
il faut que nous en débarrasses. Et il va se transformer en gonade noire, du coup. Et les gonades noires qui sont un petit peu les protecteurs de l'humanité, mais tu sens bien que c'est un petit peu compliqué pour lui. Et il va essayer il va éradiquer la menace, sauf que tu vas te rendre compte qu'il y a toute une société en dessous, voilà, évidemment comme d'habitude, qui essaye de mettre en place un plan, ou d'empêcher en tout cas les gonas blancs d'arriver, parce que si les gonas blancs viennent dans ce monde, ça signifie l'éradication totale de l'humanité restante, déjà qu'ils sont plus beaucoup. Et on va suivre le monde courir à sa perte. Voilà. Les gonas blancs vont commencer à arriver, vont absorber quasiment l'entièreté de l'humanité. L'humanité va essayer de se défendre comme elle peut, et elle va un petit peu galérer. Voilà, elle va totalement galérer. Que ça soit les gonas noirs qui sont sous nombre et qui vont complètement se faire submerger, et l'humanité qui essaie de se défendre avec des armes anti-gonas, mais que ça marche pas vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu chaotique. Même moi, quand je le décris, c'est chaotique, et à lire, c'est un peu chaotique. Mais les planches sont incroyables, par contre. Hein. Ça, c'est de Nihei, en termes de planches, à chaque fois, c'est quelque chose. Mais l'histoire se veut vraiment chaotique. On est sur un one shot, et c'est toujours un petit peu, ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Est-ce que je le conseillerais en première lecture pour lire du Nihei? Clairement pas. Pour un lecteur confirmé comme moi de Nihei, oui, bien sûr, moi j'ai apprécié ma lecture, j'ai beaucoup aimé, mais je sais que je peux pas laisser ça dans les mains de tout le monde, entre guillemets. Pas forcément en termes de violence ou en termes de... voilà, quoi que ce soit, c'est juste qu'en termes de chaos, il faut être habitué à lire du Nihei pour lire ça. C'est ça. C'est peut-être... ça c'est... Et même lui le dit... enfin, il y a une interview à la fin, et tu te dis... Dans l'interview, il est en mode... Même moi, 10 ans plus tard, je ne comprends pas ce que j'ai voulu faire à ce moment-là. Et là, t'es en mode, mec, c'est toi qui as pondu le truc. En plus, il bosse tout seul, Nihei. Hein. Il a aucune esprit, je peux même pas dire c'est un assistant qui lui a soufflé quoi que ce soit. Hein. Il bosse tout seul. Donc t'es à partir de là, t'es en mode, ok, t'es littéralement en train de nous proposer une œuvre, ou même toi, t'es pas d'accord avec ta propre œuvre, et tu comprends plus ce que t'as fait à l'époque. Moi, je trouve que c'est un culot, mais démentiel, mais c'est génial en vrai. Mais après, le titre est vraiment cool quand on a déjà lu du Nihei, pour moi. D'ailleurs, si vous voulez lire du Nihei, ou en tout cas débuter à commencer à découvrir l'univers du Nihei, il y a l'anime de Night of Sidonia qui est vraiment excellent pour moi, qui est un des meilleurs space opéra que j'ai pu regarder, voire peut-être le meilleur space opéra que j'ai pu regarder, je pense. Et vraiment, je vous encourage chaudement à le regarder à l'occasion. C'est un anime qui se regarde très bien, qui est de mémoire, il n'y a qu'une seule saison. Donc bon. La manière dont tu as résumé le truc, ça a l'air d'être chaotique de fou. Mais en fait, mon résumé est chaotique, mais parce que c'est chaotique, je suis désolé, je peux pas faire mieux. Même quand on lit le synopsis, les gens, quand ils ont fait le synopsis, ils ont littéralement décrit les actions. Et même en décrivant les actions, tu comprends pas ce qui se passe. Donc ça me fait beaucoup rire, moi, personnellement, parce que je suis habitué, entre guillemets, à son univers. Mais pour quelqu'un qui arrive là-dedans, tu es en mode... Pourtant, en général, j'essaie de faire des synopsis, enfin des explications qui sont cohérentes, tu vois. Bonne soirée à bonne soirée jeu, du coup. Kiffe bien. Petite soirée jeu de plateau, jeu de société, je suppose. Prends, kiffe bien. Ça va être trop bien. Et du coup, bah ouais... voilà. Yes, bon bah allez. Encore mieux, du coup. Donc voilà, après en termes de planches c'est top, enfin voilà, à l'époque c'était vraiment très cool, c'est toujours aussi cool à lire, à regarder. Il y a une petite histoire courte en plus à la fin, dans un autre univers qui est vraiment très sympa aussi. Dans l'ensemble c'est vraiment très sympa, mais ouais, à pas mettre dans les mains de tout le monde quoi. Et juste pour le... Je sais que certaines personnes qui ont commencé du Nihei ont commencé par Blame, qui est peut-être sa série la plus connue on va dire. Je pars du principe qu'on a un chaos qui est un peu proche d'un Blame, voilà, parce que Blame c'est aussi compliqué à lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc c'est vraiment, tu vois l'univers et tu vois l'univers qui évolue sans quasiment aucun dialogue par moment. Et c'est assez perturbant. Et là vraiment, Abara reprend les mêmes choses. Tu sens qu'Abara était un petit peu le prédécesseur de Blame. Et c'est vraiment... c'est cool. C'est ce genre de titre que moi j'aime beaucoup, mais voilà, c'est un petit peu
petit peu compliqué, quoi. Un peu compliqué. Donc voilà pour Abara. Je passe un petit peu plus vite sur lui parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec il y a 2 semaines pardon, avec Kelarian. Donc c'est un titre que je voulais revenir dessus après ma lecture à chaud parce qu'en plus je l'ai lu cet après-midi. Donc en plus j'ai vraiment les esprits. Je m'en doutais que ça allait être chaotique, donc j'ai vraiment l'esprit le plus clair pour vous décrire mon expérience de lecture. Et malgré ça, je suis en mode. Donc j'imagine même pas, vous me redemandez ça dans un mois, je vais être en mode. Alors oui, c'est vrai, il y a ça, puis il y a ça, et puis. Voilà. Donc en tout cas, on va pouvoir attaquer le dernier titre de l'émission. Alors oui, alors sur le planning d'ailleurs, c'était marqué que j'avais mis sur 4 heures, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est sur 2 heures. Hein. Vous connaissez les cadences des live manga en général, c'est pas plus de 2 heures, sauf invité. Mais quand je suis tout seul, en tout cas, ça dépasse pas 2 heures, donc je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fait mon planning. J'ai fait un peu de la merdouille, voilà. Dernier titre dont on va parler aujourd'hui, c'est un titre, c'est la seule série quasiment qui est en cours, en tout cas dans mes lectures récentes, du coup, c'est Kowloon. Je me suis rendu compte depuis le début de l'émission, depuis qu'elle existe, je n'ai jamais parlé de Kowloon. Pourtant, Dieu sait que j'aime cette série, mais je n'en ai jamais parlé. J'étais en mode, pardon? Enfin, tu sais, j'ai creusé, j'étais en mode, attendez, mais cette série, j'en ai déjà parlé, c'est obligatoire en fait. Non. J'en ai pas parlé. Et là, je suis en mode, ah, faut que je... Attends, mais là, il y a quelque chose à réparer quand même, parce que c'est pas normal. Alors, pour info, avant de parler du titre de Kowloon, Jun Mayuzuki, donc c'est une autrice, c'est une mangaka qui va avoir 40 ans dans 15 jours là à peu près, et qui a commencé dans ses premiers titres édités qui sont en 2013. On a eu plusieurs titres de sa part, en tout cas en France. Voilà, on a eu Après la pluie qui a été son titre en tout cas le plus connu je pense, voilà, en France. On a eu une anthologie qui est sortie en même temps que pendant la série de Kowloon, que j'ai pas pu encore lire malheureusement. Mais de toute façon, j'en parlerai pas en live parce qu'apparemment il y a des scènes, il vaut mieux pas parler en live. Et il y a eu également Sayonara Daisy, qui est un one-shot du coup qui est sorti l'année dernière. Voilà. Après la pluie, j'en parle pas parce que c'est une série qui est terminée en 10 tomes et qui a été ma porte d'entrée dans la lecture de cette autrice. J'ai adoré Après la pluie, personnellement. Je trouvais ça vraiment bien fait et très fin, voilà, en termes de série. Une romance qui est entre une adolescente et un quadragénaire qui était... Enfin, romance, entre guillemets. Plutôt un amour inaccessible, plutôt. Entre une adolescente un peu tourmentée, on va dire, et un quadragénaire qui était vraiment bien foutu, voilà. Vraiment, j'ai été bluffé. Et Kowloon, du coup, qui... est peut-être le titre qui m'a fait encore plus apprécier l'autrice. Je pense que Jun Mayuzuki, c'est peut-être mon autrice favorite, tout simplement. Quand je pense à une autrice, c'est Yoshitoki Oima, avec To Your Eternity, avec Silent Voice, et Jun Mayuzuki. Et j'ai le seum parce que l'année dernière, elle était à Angoulême, et que j'y suis pas allé. Voilà, c'est le genre de truc où je suis en mode putain. Voilà, et je pense vraiment elle fait partie de mes autrices favorites. Favorites, je sais pas comment je pourrais le dire. Et RIP, oui non mais ça sera pour l'année prochaine fois. Hein. Elle reviendra, si je me dis qu'elle a réussi à venir une fois, c'est qu'elle a déjà passé le cap de venir, tu vois. Je me dis qu'il y a des chances que on la revoie, tu vois. Je me dis que sauf si ça s'est mal passé à Angoulême, mais j'ai pas l'impression. Et au vu des sorties de Kana, qui même a réussi à sortir une anthologie de sa part, bah pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, je pense qu'on va la revoir. J'aimerais beaucoup en tout cas. Et petite info comme ça, on a eu du coup Tamura Akane, donc peut-être le nom vous dit rien comme ça, mais elle a été l'assistante de Jun Mayuzuki, et en fait c'est l'autrice de Mobuko no Koi, qui est chez Noévé Graphics. Voilà. Qui est quand même une série qui a une certaine portée, en tout cas chez Noévé. Et du coup, elle était en tant qu'assistante de Jun Mayuzuki. On a du coup son Twitter qui est en bas d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir en parler un petit peu de Kowloon. Alors, Kowloon, je n'ai pas l'objectif de spoil aujourd'hui, mais je peux vous dire que le titre prend tout
tout son sens à partir du tome 6. Voilà, c'est un peu chiant de dire ça comme ça. C'est un titre qui pour moi est en 3 temps. c'est très bizarre de parler d'un titre comme ça. Je vais m'attarder sur le premier temps et un petit peu sur le second temps parce que je considère qu'on a un petit peu avancé dans l'histoire. Ça fait long, entre guillemets. En fait, c'est une histoire qui est en 3 temps parce que c'est une histoire qui se développe en parallèle au fur et à mesure. Mais chaque bout d'histoire qu'on lit est hyper intéressant et hyper bien tourné à chaque fois. Et c'est juste que tu te rends compte qu'il y a des intrigues qui se développent, des sous-intrigues qui se développent par la suite, mais on garde toujours la trame principale. Et la trame principale est bien foutue. Alors, du coup, nous sommes à Kowloon, qui est un quartier mythique. Voilà, c'est mythique Kowloon en fait. C'est quelque chose qui, quand tu dis Kowloon, même à des gens qui sont pas forcément connaisseurs de la Chine, peut-être vont déjà avoir entendu parler du nom. C'est une cité qui a beaucoup fait parler d'elle parce que c'était une cité qui a jusque dans les années 80 qui ensuite a été détruite. Et du coup c'était une ville dans une ville en fait. Kowloon. C'est vraiment une ambiance très particulière. Récemment, on a eu des jeux qui tournent aussi autour de l'ambiance de Kowloon. On a eu Stray Cat, de mémoire, le jeu indé qui a fonctionné de ouf là. J'ai juste un doute sur le nom. Non, c'est juste Stray, hein, je crois. Hein, c'est Stray. Hein. Oui, voilà. Stray, qui littéralement tourne autour de l'ambiance de Kowloon. Et c'est pas le seul jeu qui tourne autour de ça. Il y a eu pas mal de trucs qui ont tourné autour de ce quartier vraiment qui est assez mythique. On est dans le quotidien, dans le titre de Kowloon Generic Romance, du coup, chez Kana, on est dans le quotidien de 2 agents immobiliers. Qui sont confrontés, entre guillemets, qui ont comment dire, qui ont l'habitude de travailler un petit peu dans Kowloon et qui sont surtout confrontés un petit peu au changement et à la nouveau. En fait, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent aussi dans Kowloon. En gros, les étrangers viennent, ça part, ça vient. C'est un quartier qui bouge tout le temps. Ils ont l'impression de se perdre en permanence et eux, en gros, ils sont juste là pour essayer de trouver des. C'est quasiment la seule agence immobilière du coin. Et ils se rendent compte que ils sont d'une espèce de cocon aussi, parce que la société à l'extérieur de Kowloon évolue sans eux. Voilà, la Chine évolue à côté sans eux. C'est très particulier. Et on va suivre du coup le quotidien de ces 2 agents. Et on va surtout se rendre compte d'un truc. C'est que on a 2 trentenaires qui, elle, vient d'arriver tout fraîchement à Kowloon, entre guillemets, enfin, ça fait pas si longtemps qu'elle est là. Elle a repris les anciens logements de l'autre personne qui était là avant elle. Elle a compris que, du coup, Reiko, donc Reiko qui est la personnage principale, a compris qu'elle a remplacé quelqu'un qui ressemblait fortement à elle, et qui était l'ancienne collègue de Kudo. Donc Kudo qui est l'homme enfin qui est l'agent immobilier. Que d'ailleurs il n'y a aucun visuel de lui. Si, on en a un de dos. Et du coup, on va suivre le quotidien de Reiko dans Kowloon, avec toutes les personnes qui sont un petit peu extravagantes qui vont avec. On a vraiment tout un environnement. Et surtout, là, ça, c'est la première partie, entre guillemets. On va suivre leur quotidien en tant qu'agent elle va se rendre compte elle va rencontrer ses clients, elle va échanger avec eux, etc. Elle va se lier d'amitié, voire plus avec Kudo, voilà. Et elle se rend compte que il y a eu quelqu'un d'autre avant elle, et que cette personne a pris beaucoup de place et a laissé beaucoup de traces, surtout. Et elle va un petit peu enquêter sur cette ancienne personne, jusqu'au jour où elle va se rendre compte que littéralement, c'est son sosie. C'est vraiment son sosie. Et c'est pour ça qu'elle comprend un petit peu mieux pourquoi Kudo la regarde vraiment bizarrement, parce que littéralement c'est son sosie, quoi. Mais elle dit non, mais je suis pas la même personne. Enfin voilà, l'autre personne est morte et moi je suis moi, quoi. Et on a aussi, et c'est là où la série prend son sens, en tout cas à partir du 2e tome de mémoire. On a aussi tout un espèce de la fameuse société, elle évolue en parallèle à côté de Kowloon. Et on a tout un complexe pharmaceutique
voilà, qui est là, qui a une surpuissance, entre guillemets, une puissance économique, et qui essaye d'absorber Kowloon, voilà, qui essaye aussi de détruire Kowloon, qui essaie d'absorber Kowloon, et entre guillemets, t'as tous les habitants qui luttent un petit peu contre cette omniprésence c'est un conglomérat pharmaceutique, médical, voilà, avec qui essaie de bouffer Kowloon, voilà, littéralement. Et on va aussi se rendre compte que tous les habitants sont contre cette présence, voilà, ça. Et il va avoir des échanges entre ce nouveau personnage qui arrive d'ailleurs, qui c'est atypique, on va dire, comme ça, et qui va un petit peu bouleverser le quotidien de Reiko en lui apprenant des nouvelles que je ne peux pas divulguer aujourd'hui parce que ça serait un spoil majeur, donc je ne peux pas faire ça, mais qui va lui divulguer beaucoup d'informations sur elle-même, qu'elle n'a pas forcément conscience, et sur le passé avant Reiko, surtout, qui va lui expliquer beaucoup de choses, et que ça va un petit peu complètement la perdre, enfin elle va être complètement paumée pendant plusieurs tomes, et elle doit jongler avec un entourage qui, autour d'elle, qui un petit peu est toujours dans l'image de l'ancienne Reiko, voilà, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et elle. Et c'est des jeux de chat et de souris, et c'est des échanges un petit peu avec des quiproquos de temps en temps, mais rien de en mode quiproquo amoureux, quoi que ce soit, c'est vraiment des échanges un petit peu, sans que ils se complexifient les choses pour pas grand chose, mais on a un peu un dialogue de sourds, voilà, plutôt un dialogue de sourds entre les deux parties, et elle va se trouver un petit peu isolée, voilà, complètement limite paumée dans ce Kowloon qui a un passé qu'elle adore, hein, elle adore Kowloon, qui a un passé, et elle comprend pas pourquoi elle a autant d'affect aussi pour Kowloon, elle comprend pas plein de choses en fait. Et c'est là où ça devient un petit peu plus dense à expliquer, malheureusement. Il faut le lire, je pense, pour essayer d'être dans l'ambiance et comprendre comment ça se décante. Parce que l'autrice, elle gère vraiment bien son coup là-dessus. Au début, on a vraiment une romance classique, entre guillemets, qui commence à grandir, et au moment où on pense que la romance va aboutir, il se passe des choses. Et c'est là où l'autrice est très forte. Elle arrive à clutcher sur chaque fin de tome quasiment, et à te dire « Ah ouais, d'accord, donc on part sur ça. » Et en fait, tome d'après, « Ah mais en fait non, c'était pas ça. » Elle nous met des fausses pistes, et on est pas autant perdu que Reiko, parce qu'on a un point de vue objectif, on a un point de vue un petit peu omniscient sur certaines choses, mais on comprend que Reiko, elle est paumée, et limite on aimerait l'aider, quoi, tellement que le personnage est attachant en fait. Moi personnellement, enfin, Reiko, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé hyper attachant, hyper enthousiaste, toujours adepte de la bonne bouffe entre guillemets, quoi, et hyper voilà, enfin, dans l'ensemble, c'est des personnages hyper attachants. Tous les personnages que j'ai rencontrés sont attachants dans cette série, à part peut-être un qui devient attachant par la suite, mais qui est un antagoniste qui devient attachant, je trouve, par la suite. Et Jun Miyazaki a vraiment la force de t'emmener là où elle veut, et juste tu te laisses guider. Tu te laisses guider, elle te met des fausses pistes, tu tombes dans les fausses pistes, tu te fais avoir, et tu y retournes. Et en fait, elle te reguide vraiment en suivant le fil rouge. C'est vraiment bien foutu, hein. Moi, à chaque tome, vraiment, j'ai été un petit peu... je me suis pris une petite claque, là, comme ça. Et vraiment, c'est assez prenant. Je sais pas du tout s'il y a des gens qui l'ont lu, Kowloon. Moi, je vous encourage chaudement, en tout cas, à lire les 2 premiers tomes. Au moins le tome 1, pour voir si l'ambiance vous plaît. C'est vraiment une ambiance très particulière. Moi, je sais que de base, j'allais aimer, parce que Kowloon, c'est vraiment un titre que je pense aussi à Dragon Metropolis, qui tourne un petit peu autour de cette ambiance, chez Château. Et c'est des titres où vraiment il y a une ambiance qui est vraiment unique, et elle a retranscrit, pour moi, elle a retranscrit l'ambiance de Kowloon à la perfection. Et c'est ce que je recherchais de base. De base, c'est vraiment ça. Les bases, les fondations c'est un bloc. C'est incroyable comment c'est bien foutu. Et elle arrive à te pondre une histoire qui est vraiment top au-dessus. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'était prévu, mais d'autres choses sont passées avant. Après, au pire, à la rigueur, je te les prêterai, ça me ferait plaisir de te les prêter si tu veux.
Mais ce genre de série, ouais, c'est... Moi, vraiment, ça a été un coup de cœur au tome 1. Et c'est une série qui est toujours coup de cœur. Pourtant, c'est pas ma came. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que j'adore cette autrice, et pourtant, on est sur des choses qui sont complètement en dehors de mes sentiers habituels. Voilà. Je vais pas te le demander, mais t'inquiète, on s'arrange. Mais voilà, ce genre de... Kowloon, vraiment, ça a été... avec des planches. Quand même, il faut le dire. C'est beau. C'est beau. Il y a un travail de... même au travail des planches, enfin... les personnages, le dessin, je le trouve magnifique. Moi, ça a une esthétique très particulière, hein, j'en suis conscient. Au niveau des personnages, ce qui est fort avec Jun Miyazaki, elle dessine un personnage, tu sais que c'est elle. Tu sais que c'est elle. Son dessin, il est unique. Son dessin est vraiment unique pour moi. Et vraiment, elle a une force pour dessiner des personnages féminins aussi, du coup. Et aussi des personnages masculins, même s'ils sont un petit peu plus oubliables, mais Reiko, elle est inoubliable pour moi. C'est comme... j'allais dire, c'est Akira, hein, Tachibana, ouais, c'est ça, comme Akira Tachibana dans Après la pluie, c'est inoubliable comme personnage. La magie manga de certains auteurs, ils arrivent à te faire apprécier des thèmes que tu n'apprécies pas de prime abord. Exactement. Après la pluie, pour moi, c'était pas gagné. Hein. Je l'avais pris sur un coup du hasard, vraiment coup du hasard. Et j'avais été subjugué par le titre. Et alors que Kowloon, on est plus dans une ambiance un petit peu mystérieuse, même c'est vraiment mystérieux, proche du mysticisme par moment. Et c'est la magie de Kowloon, quoi. Enfin, moi j'étais comme un gosse quand j'ai découvert le premier tome, parce que j'étais en mode, on a quelque chose, on a une atmosphère qui est présente dans les rues de Kowloon. Tu te dis, c'est unique, c'est vraiment unique. Et c'est con, c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre de mon vivant, tu vois, découvrir Kowloon. Maintenant, c'est impossible, tu vois. Mais il y a vraiment toute une légende autour de... tout un folklore autour de cette cité, c'est quelque chose. Et on retrouve nulle part ailleurs, en fait. Tellement tout le monde était entassé là-dedans, c'était une densité d'habitation qui était très élevée. C'était pas forcément l'endroit le plus safe au monde, bien sûr, mais c'était aussi la magie de Kowloon, quoi, voilà. Et bah là, vraiment, elle a réussi à le retranscrire à la perfection pour moi, donc pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Dans l'ensemble, c'est un grand oui. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, il est vrai que j'ai eu une certaine longueur, je pense, sur les tomes... au tome 4 et 5, c'était un petit peu long, je savais pas trop où elle voulait nous emmener. Mais elle nous a remis une... À chaque fin de tome, t'avais quand même quelque chose, hein. T'avais quand même ton petit taquet derrière la tête, là. Et mais t'as une relance au tome 6, et là, le tome 7, il est incroyable. C'est peut-être... Après le tome 1 et le tome 2, je pense que c'est le meilleur tome de la série, c'est le tome 7. Elle te balance tout d'un coup, et t'es en mode... Ok. Ok. Mais vraiment, j'étais comme ça, j'étais en mode... Ok, oui, d'accord. Et là, tu le dis pages plus tard, t'es en mode... Ok, merci. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'étais en mode... Waouh. On dirait ça pourrait... Non mais moi, franchement, j'étais en mode... Ah, d'accord. C'est là où tu voulais en venir. Wow. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et ça répond à beaucoup de questions, ce tome 7 en tout cas. Et je suis très curieux de voir jusqu'où va aller la série. Parce qu'il y a 8 tomes en cours au Japon. Mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner la suite. En tout cas, très content de voir ce titre de l'autrice. J'espère qu'on aura d'autres titres de l'autrice qui paraîtront un petit peu en France, même si je sais qu'elle a vraiment été active à partir de sa série Après la pluie. Et du coup, en termes de licence, en termes de séries qui ont fonctionné, elle en a pas fait plus que ça, mais j'aimerais beaucoup avoir d'autres choses de l'autrice, en tout cas en France. J'avais complètement skip le Sayonara Daisy, je vais totalement réparer cet affront, je vais le commander à ma librairie mardi là. Sauf s'ils l'ont encore. L'avantage de Kana, du coup, parce qu'ils ont toujours du fou. Mais je le commanderai mardi, parce que ça va... Il me le faut. Bref, si jamais vous avez des goodies, je suis chaud. C'est vraiment... j'ai un poster de Jun Miyazaki, enfin pas de l'autrice bien sûr, mais un dessin qu'elle avait pu faire, et je trouve
Ça suffit à lui-même, quoi. Je trouve ça magnifique. Bref, voilà, j'ai été très, comment dire, très impulsif sur ce live manga. On sent que moi j'ai essayé de retranscrire toute la passion que j'avais sur ces titres-là. Voilà, tout l'amour que j'ai pour ces titres-là. Et j'espère qu'en tout cas j'ai pu vous transmettre un petit peu de ma passion en tout cas sur ces derniers titres. Pas mal de coups de cœur, ouais. Et j'ai des coups de cœur à venir, parce que si on fait le résumé des titres, parce qu'en première partie on avait parlé des nouvelles sorties, si je pense, pour moi il y aura minimum deux séries qui vont être en coup de cœur. Ça va être, bon, Evol, Kaneko, hein, voilà. Et Night of the Living Cat, je pense, va être un coup de cœur. Le synopsis est tellement what the fuck que j'ai trop hâte de le lire. Les autres séries m'intéressent aussi, même si j'ai peur pour Ayashimon, voilà, faut le dire. Hein. Je le redis, une série qui a été annulée au bout de 3 tomes, j'ai un peu peur. Onetsugi, ça peut être très intéressant. Sinners, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En plus, c'est le premier titre de l'édition Reborn qui vient de sortir. Donc c'est vraiment full curiosité, et voir comment va tourner la ligne éditoriale, parce qu'apparemment on va être parti sur des titres, chinois sur cette maison d'édition. Elle va être spécialisée dans les titres chinois. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et en tout cas pour les derniers titres, du coup Sensu qui a été un gros coup de cœur. Extilo qui du coup était une lecture, pas coup de cœur du coup, mais intéressante. Voilà. Trop généreuse du coup. Abara qui est un coup de cœur mais complètement controversé. Et Kowloon du coup qui est vraiment je pense une très bonne série, et que je suis très curieux de voir jusqu'où ça va aller. Voilà, ça a été un petit peu le résumé de fin d'émission. Ne croyez pas mon planning quand c'est marqué que ça durait 4 heures, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis 4 heures, j'ai fait de la merde. Mais en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des nouvelles séries / licences. Moi, j'ai découvert pas mal de choses comme d'habitude. Et je tiens à préciser que le format du blabla manga, du coup, qui est disponible un vendredi sur 2, va être reconduit à la semaine prochaine. On fera un 20h, je sais pas quelle heure, voilà. Et c'est un format où tout le monde peut venir en vocal. Voilà, donc c'est un blabla. Hein. Moi, je parle de mes lectures, mais tout le monde peut parler de ses lectures. Tout le monde peut venir en vocal, vous êtes tous les bienvenus. Et pour participer, bien sûr, vous pouvez rejoindre le Discord, Discord dans le chat. Si vous voulez rejoindre le Discord pour avoir toutes les notifs de mes lives, je stream 5 à 6 fois par semaine. Mais j'ai toujours mon live manga une fois par semaine, qui maintenant va arriver en une fois par semaine. Merci Doc, c'est gentil. Qui va arriver maintenant en une fois par semaine, où on va alterner, on aura un blabla manga, un live manga, un blabla manga, un live manga. Prochain live manga d'ici fin du mois, dans 2 semaines, du coup, on aura sûrement les libraires de Tribule qui seront présents. Je suis en train de planifier ça avec eux, je ne sais pas quel jour ça sera, on verra avec eux. Et pour le mois prochain, on verra au niveau des invités. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, !R aussi, ça je vais le faire de mon côté. Rejoignez les réseaux, tout ça, vous connaissez la marche à suivre. La vidéo sera bientôt disponible sur YouTube. Vous avez l'ensemble de des rediffusions qui sont disponibles sur YouTube concernant les live manga, alors que Farah vient vous faire un petit coucou. Salut ma belle, ça va? Oui. Donc vous avez l'ensemble des rediffusions qui sont disponibles sur le YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Moi, c'est juste pour que vous ayez une dispo, voilà, sur les YouTube. Je suis pas là pour faire des vues, clairement. C'est pas mon objectif. C'est juste pour le pouce bleu YouTube, pour le chat, oui, pour Farah. Pensez au pouce bleu. En vrai, faites ce que vous voulez sur les vidéos YouTube, c'est vraiment juste pour vous. Moi, c'est du bonus, ça me fait plaisir. Sur ce, excellente soirée, bonne soirée à toi Doc, bonne soirée à tous les lurkers, merci à tous d'avoir été en lurk, c'est très gentil. Bonne soirée également à tous ceux qui sont venus dans le chat, je pense à Sobou, je pense à Gaëtan, je pense aussi également à Benjamin qui nous a rejoint tout à l'heure, merci encore pour le follow en off, c'est très gentil. Et je vous dis à bientôt, on se retrouve dès dimanche. Voilà, des bisous, prenez soin de vous.